Bonjour, je suis très heureuse d'ouvrir ce matin le troisième webinaire de notre semaine de l'international sur une thématique au centre des préoccupations du Conseil national des barreaux. Je vous parle bien sûr de la défense des droits des femmes et l'égalité femmes-hommes. Les avocats ont naturellement vocation à être acteurs de premier plan de cette lutte de première importance. Ils sont à la fois porte-parole et défenseurs des victimes. Ils sont nombreux à l'être au quotidien, dans leur exercice professionnel, lorsqu'ils accompagnent des femmes victimes de violences dans les méandres des procédures judiciaires. Ils le sont souvent bénévolement, lorsqu'ils acceptent d'assister une victime de viol ou de violence au titre de l'aide juridictionnelle ou lorsqu'ils assurent des permanences juridiques quotidiennes ou encore lorsqu'ils s'engagent à titre pro bono au sein d'associations dédiées à cette lutte. Je souhaite, en ouverture de cette session, rendre hommage à l'engagement de notre consoeur Nasrin Sotoudeh, une avocate iranienne très investie dans la défense des droits des femmes. Incarcérée depuis plus de 2 ans en Iran pour n'avoir fait qu'exercer sa profession, elle a été condamnée à 33 ans de prison, à 148 coups de fouet. Elle est aujourd'hui, au moment où je vous parle, dans un état de santé très faible, après avoir fait plusieurs semaines de grève de la faim pour exiger la libération des prisonniers politiques. Depuis 2 ans, nous n'avons cessé d'interpeller nos instances nationales, nos instances européennes, nos instances internationales, ainsi que le gouvernement iranien pour obtenir sa libération immédiate. Nous avons aussi lancé une pétition en ligne que je vous invite à signer sur la plateforme change.org. Elle a recueilli ce jour près de 500 000 signatures. Afin de sensibiliser le public, le Conseil national des barreaux a également tendu une bâche de 16 mètres de haut, large de 12 mètres, boulevard Haussmann. Et nous avons initié aussi un mouvement national de mobilisation de tous les barreaux, des mairies, pour que son portrait soit affiché partout en France. Des dizaines de barreaux, de municipalités, de régions, de métropoles ont marqué leur solidarité et leur engagement en faveur de la justice en rejoignant ce mouvement. Dans une démarche plus contentieuse, nous avons saisi le groupe de travail sur la détention arbitraire de l'ONU parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est avocate, parce qu'elle a défendu le droit des femmes. Elle est un symbole de la lutte contre les injustices et les violences faites aux femmes. Le Conseil national des barreaux est engagé à la fois dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais également dans la promotion de la place des femmes, tout d'abord au sein de la profession d'avocat, mais aussi dans tous les secteurs de l'économie. Je voudrais ici dresser un panorama des actions qui ont été menées au cours de cette mandature 2018, 2019, 2020. J'ai eu l'occasion de travailler avec chacune des intervenantes qui vont parler ce matin à cette table, ce qui est révélateur, et cela vous permet d'imaginer le nombre de projets réalisés. Alors, tout d'abord, nous œuvrons pour une égalité réelle au sein de notre profession. Notre profession en France, elle compte 56,4% de femmes avocates au 1er janvier 2019. Pourtant, je suis la première femme à la tête du Conseil national des barreaux. Pourtant, le revenu annuel des femmes avocates est encore en moyenne 2 fois inférieur à celui des hommes. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à l'entrée dans la profession. Elles quittent la profession en plus grand nombre avant les 10 premières années d'exercice. Les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes à être associées dans les grands cabinets. Le rapport de Camille Ahéry sur l'avenir de la profession d'avocat, qui a été publié en février 2017, rappelait que les femmes représentent seulement 24,5% des associés. Une étude menée en 2016 par Juristes Associés révèle que dans le secteur du droit des affaires, 83% des avocates sont collaboratrices et seulement 17% sont associées.
La promotion de l'égalité femmes-hommes dans notre profession est aussi de la responsabilité de notre institution. Nous avons été auditionnés par le Haut Conseil à l'égalité dans le cadre de la préparation de son prochain rapport sur la parité dans les fédérations et organisations professionnelles. Haut Conseil avec lequel nous avons signé la charte d'engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe le 8 mars 2018 et au sein duquel siège un représentant du Conseil national des barreaux, un homme. Nous avions également signé avec le laboratoire de l'égalité le pacte sur l'égalité dans les professions réglementées en 2016. Tout autant engagé en faveur des quotas, j'ai défendu les positions du Haut Conseil de l'égalité sur les quotas de femmes dans les COMEX, dans les CODIR, dans un procès fictif sur l'égalité organisé par le think tank Marie-Claire le 16 septembre dernier. Le Conseil national des barreaux a adopté également en mai 2019 un plan d'action de lutte contre les discriminations et le harcèlement dans la profession. Et nous avons inscrit le principe d'égalité et de non-discrimination à l'article 3.1 du règlement intérieur national consacré aux principes essentiels de la profession. C'est le socle de notre déontologie. Nous avons élaboré une charte de lutte contre le harcèlement et les discriminations dans la profession pour la promotion de ces principes au niveau des barreaux locaux. Ensuite, le Conseil national des barreaux a mené de nombreuses actions de sensibilisation auprès des plus jeunes. Le 4 octobre 2019, nous avons choisi de consacrer la deuxième édition de la Journée du droit dans les collèges du Conseil national des barreaux, journée menée en partenariat avec l'Éducation nationale, à la question de l'égalité femmes-hommes. Et partout en France, les avocats se sont rendus à la rencontre des élèves de collège, classe de 5e, et de leurs enseignants pour échanger pendant 2 heures sur les questions de l'égalité et la non-discrimination. Nous avons également tenu à célébrer la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En 2018, le 25 novembre, nous avons projeté au Luxor le film « Moi, Nojoum, 10 ans, divorcée » de la réalisatrice Khadija Al-Salami. Et puis en novembre 2019, nous avons organisé une projection du film « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand dans toutes les écoles d'avocats, suivi de débats avec les élèves avocats et d'autres professions. Il s'agit, vous le savez bien, d'un domaine où tous les professionnels doivent être sensibilisés, doivent être formés et la chaîne ne doit pas s'arrêter. À l'occasion de la dernière journée internationale des droits des femmes, le 9 mars 2020, nous avons organisé une manifestation dédiée au numérique et notamment, nous avons organisé un concours de plaidoirie avec des élèves avocats. Nous avons également fait de l'égalité femmes-hommes une priorité de nos relations internationales. En juillet 2019, en amont du G7 de Biarritz, le Conseil national des barreaux a réuni à Paris, ici, dans nos locaux, les 7 organisations nationales représentatives de la profession d'avocat des pays du G7, pour le premier sommet du G7 des avocats. Nous avons adopté une résolution commune à l'attention des gouvernements. Cette résolution concerne la lutte contre les inégalités et en particulier, bien sûr, les inégalités entre les femmes et les hommes dans la société et sur le lieu de travail pour lutter contre les préjugés conscients, les préjugés inconscients, les écarts de rémunération, pour lutter contre l'intimidation, pour lutter contre le harcèlement sexuel. Et le Conseil national des barreaux a également mis en place un partenariat avec le Women's Forum qui nous a permis d'intervenir au Global Meeting 2019 et d'être intégrés au sein de 2 groupes de travail du Women's Forum, les Daring Circle Women's for STEM et Women for AI, qui réunissent la société civile et les entreprises du secteur privé afin de réfléchir à des solutions concrètes sur la question de la représentation des femmes dans le domaine des sciences,
et de l'ingénierie et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et nous serons bien sûr également présents au Global Meeting de novembre. Le Conseil national des barreaux aurait beaucoup aimé s'investir cette année au sein du Forum Génération Égalité piloté par Delphine O. Malheureusement, la crise sanitaire s'y est opposée, ce qui ne nous empêche pas de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer le droit des femmes. La période que nous traversons est particulièrement préoccupante. La crise sanitaire met en péril les droits des femmes dans le monde. Pendant la période de confinement, le Conseil national des barreaux a poursuivi son implication dans la lutte contre les violences familiales. Nous avons notamment mis en place un dispositif de permanence téléphonique, un dispositif entièrement assuré par des élus du Conseil national des barreaux, spécialement formés à la lutte contre ces violences. Ces élus écoutent, informent, orientent les victimes vers un avocat territorialement compétent qui a en charge d'accompagner la victime dans ses démarches juridiques, notamment pour obtenir une ordonnance de protection ou être assisté au cours d'une audience correctionnelle. Et nous avons pris la décision de pérenniser ce dispositif d'urgence après le confinement. Ce dispositif d'urgence se poursuit donc. Je voulais également rappeler aujourd'hui les mots de Madame Saleh Work Zodeh, présidente de la République d'Éthiopie. Je voudrais rappeler que c'est la seule femme politique présidente de la République en exercice sur le continent africain, dans un pays qui a fait le choix d'un gouvernement parfaitement paritaire. J'ai eu l'honneur de la rencontrer en février 2019. Et lors de notre entretien, la présidente, déterminée à faire bouger les lignes, à faire avancer les droits des femmes, m'a indiqué « Je suis là pour un temps. Le temps est limité. Il faut courir, rattraper le temps perdu. » Cette citation, elle nous concerne chacune. Alors, ce webinaire vise justement à réfléchir à comment soutenir ce mouvement pour l'égalité en France et partout à l'international. Quels sont les textes fondamentaux? Quels sont les mécanismes mis à la disposition des femmes en France et ailleurs dans le monde? Comment assurer une égalité de droit? Comment assurer une égalité de fait? Une égalité réelle? Quels sont les leviers? Quelles sont les actions prioritaires à mettre en œuvre? Alors, nous avons la chance de compter aujourd'hui sur la présence de 4 hautes personnalités que je salue et que je présenterai par ordre d'intervention. Donc, je vous les présente, Madame Delphine O, ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité. Bonjour Delphine. Elle est en charge de l'organisation du plus grand sommet international pour les droits des femmes depuis 25 ans, co-organisé par la France et le Mexique sous l'égide d'ONU Femmes. Précédemment, elle était députée de Paris pour La République En Marche, membre de la Commission des Affaires étrangères et présidente du groupe d'amitié France-Iran de l'Assemblée nationale. Elle a travaillé à l'ambassade de France à Séoul, au consulat général de France à New York et au Stimson Center à Washington. Elle est spécialiste de l'Iran et de l'Afghanistan. Delphine, vous avez cofondé le site d'information Lettres Persanes. Interviendra également avec nous Madame Chiara Corazza, directrice du Women's Forum depuis janvier 2017. Bonjour Chiara. Vous êtes également représentante de la France, de la Business Women Forum Leaders Task Force. Vous êtes chargée de préparer des recommandations aux chefs d'État du G20. Et auparavant, vous avez été directeur général de Paris-Île-de-France, capitale économique, mais également directeur des affaires internationales de la région Île-de-France. Vous avez été journaliste politique et économique et vous êtes chevalier de la Légion d'honneur.
Madame Hélène Tigroudja, bonjour. Vous êtes membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies depuis janvier 2019. Vous êtes chercheur à l'Université de New York. Vous êtes professeur agrégé de droit international public à l'Université Aix-Marseille et vous êtes directrice scientifique de l'école d'été sur la pratique des droits de l'homme. Vous participez depuis 2002 à des missions d'expertise et de terrain dans le monde entier pour les Nations Unies, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, notamment en matière de droits de l'homme. Vous êtes inscrite sur la liste des experts en matière de réparation auprès de la Cour pénale internationale et vos principaux domaines d'expertise sont le droit international des droits de l'homme, les violations massives, les droits des femmes, les immunités des États et des organisations internationales, le droit des conflits armés, donc des sujets que nous aurons l'occasion d'évoquer. Et puis Valérie Offenberg, bonjour Valérie, vous avez été chef d'entreprise, lobbyiste international, diplomate, notamment représentante spéciale du président de la République Nicolas Sarkozy pour le processus de paix au Moyen-Orient. Vous avez été conseillère de Paris. Vous avez décidé de quitter la politique pour créer le Connecting Leaders Club, qui a pour vocation de stimuler la réflexion, de connecter les idées, d'inspirer les leaders pour les aider à anticiper les tendances et relever les défis d'un monde en constante mutation. Alors, nous aurons la chance de toutes vous entendre, mais également de répondre en direct aux questions que vous, les participants, vous nous poserez pendant cette session qui se veut une session live. Et je vais donc, sans plus tarder, passer la parole à Madame Delphine O pour évoquer la construction d'une politique internationale, l'état des lieux, 25 ans après l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing par 189 États membres. Madame Delphine O, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, merci chère Christiane et merci au Conseil national des barreaux pour cette invitation à parler d'un sujet extrêmement important pour lequel je sais que vous, avocates et avocats, êtes extrêmement mobilisés. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, toutes les actions mises en œuvre à la fois en interne et en externe par les avocats de France, par les barreaux de France en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et en faveur de la défense des droits des femmes. Et je vous remercie tout particulièrement pour votre action que je sais extrêmement déterminée et opiniâtre pour la libération de Nasrin Sotoudeh. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans ma biographie, il se trouve que je connais bien l'Iran, j'y ai vécu, je connais bien les femmes iraniennes et je vous suis tout à fait reconnaissante de votre action en faveur de la libération de Nasrin Sotoudeh, aux côtés évidemment de l'action du gouvernement français et du ministère des Affaires étrangères. Je vous remercie aussi pour le calendrier de ce webinaire qui est, me semble-t-il, tout à fait opportun car nous célébrons en cet automne 2020 deux anniversaires très importants en matière de droit international pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces deux anniversaires, et j'y reviendrai, c'est le 25e anniversaire de la conférence mondiale de Pékin pour les femmes, de la déclaration et la plateforme d'action de Pékin, ainsi que le 20e anniversaire de la résolution Femmes, Paix et Sécurité, dite la résolution 1325. Je reviendrai dans un premier temps, si vous me le permettez, sur le cadre normatif international en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, la manière dont il s'est construit, ses succès, mais aussi ses insuffisances. Et je reviendrai ensuite dans un second temps sur la situation actuelle, en partageant avec vous quelques chiffres qui sont tout à fait inquiétants et en essayant en même temps de regarder vers le futur avec l'organisation de ce Forum et Génération Égalité dont j'ai la charge. Il est assez étonnant, au final, lorsqu'on regarde l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, qu'il ait fallu attendre 1979 pour avoir le premier texte international, la première convention internationale spécifiquement dédiée à la protection des femmes, notamment contre les violences, et aux droits et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Évidemment, les femmes sont considérées comme des citoyennes et des citoyens à part entière depuis la Charte des Nations Unies en 1945, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, également dans les deux pactes internationaux relatifs aux droits civiques et économiques et aux droits civils et aux droits économiques de 1966. Mais il faut attendre donc 31 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme pour que, enfin, l'ONU, la communauté internationale, mette en œuvre, vote
signe et ratifie une convention internationale, en l'occurrence la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dite CEDEF en français ou CIDO en anglais, qui sera ratifiée par 187 États. Il est d'ailleurs presque étonnant de noter que l'ensemble de la communauté internationale avait signé et avait ratifié cette convention pour l'élimination des violences contre les femmes lorsqu'on connaît, et vous le savez très bien, les pratiques et les législations d'un certain nombre d'États à travers le monde. Je mentionnerai aussi, en parallèle de cette convention, le protocole facultatif qui est beaucoup plus tardif puisqu'il est entré en vigueur en l'an 2000, donc une vingtaine d'années après la ratification de cette convention. Ce protocole est particulièrement important car il autorise le comité CIDO, donc le comité formé de 23 expertes indépendantes qui fournit des recommandations et des observations sur le suivi et la mise en œuvre de cette convention par les États. Donc le protocole facultatif autorise le comité à examiner les plaintes, soit d'une femme, soit d'un groupe de femmes, s'estimant victimes d'une violation d'un droit qui est énoncé par la Convention, au cas où tous les recours internes aient été épuisés. Entre 1979 et 1995, date de la conférence mondiale de Pékin, un certain nombre de textes sont également votés. Il existe aussi un certain nombre de conférences internationales, et notamment la première conférence internationale de l'ONU sur les femmes a lieu en 1975 à Mexico. Elle est suivie de 3 conférences mondiales pour arriver à la 4e conférence mondiale de l'ONU sur les femmes, la fameuse conférence de Pékin. Pourquoi parle-t-on autant de cette conférence de Pékin? Tout d'abord en raison de son ampleur. Environ 40 000 personnes étaient présentes à Pékin en 1995, dont une très grande majorité, plus de 30 000, étaient en réalité des femmes et hommes, défenseurs des droits, militants, activistes de la société civile, qui s'étaient en quelque sorte invités d'eux-mêmes à Pékin, puisque la conférence officielle ne réunissait en réalité que les chefs d'État et de gouvernement. Par ailleurs, c'est le premier texte dans l'histoire, le premier texte international qui établit un cadre normatif et un cadre d'action absolument exhaustif, en tout cas pour l'époque, en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. C'est aussi le premier texte international qui reconnaît tout simplement qu'il existe des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes, première chose. Deuxième chose, qu'il est du devoir et de l'engagement des États de s'engager afin de réduire et de combattre ces inégalités. Et troisième chose, de la bouche même de la très célèbre Hillary Clinton, à l'époque épouse du président Bill Clinton, que, et je le citerai en anglais, « Women's rights are human rights ». On traduit aujourd'hui « les droits des femmes sont des droits humains ». Il peut sembler évident aujourd'hui de reconnaître ce pléonasme, mais en réalité, à l'époque, cette phrase avait fait, je ne dirais pas scandale, mais avait fait marque dans l'histoire. Et donc, cette plateforme d'action de Pékin et cette déclaration de Pékin définissent 12 piliers fondamentaux: accès à la santé, accès à l'éducation, lutte contre les violences, autonomisation économique, etc., etc., qui sont encore aujourd'hui d'actualité et qui demeurent aujourd'hui la boussole d'action à la fois de l'ONU et des États. Un texte donc extrêmement important dont nous célébrons le 25e anniversaire aujourd'hui et dont régulièrement, tous les 5 ans, les États sont invités par l'ONU à établir un rapport de suivi et de mise en œuvre des 12 piliers et de la plateforme d'action de Pékin. Je citerai également le 2e anniversaire dont je parlais tout à l'heure, la résolution 1325, dont nous fêtons l'anniversaire ce mois-ci, en octobre, qui est le premier texte international à s'intéresser à l'impact spécifique des guerres sur les femmes. Et c'est un texte extrêmement exhaustif, puisqu'il demande aux États de prendre les actions nécessaires, à la fois pour davantage protéger les femmes et les filles dans les conflits, puisqu'on sait qu'elles sont parmi les premières victimes des conflits armés, alors qu'elles n'en sont pas les autrices, mais également de davantage impliquer les femmes dans les processus de paix. Et c'est un sujet aujourd'hui très important et sur lequel malheureusement nous sommes relativement en retard. De trop nombreux processus de paix, de processus de sortie de conflits n'impliquent pas les femmes à la table des négociations, et de nombreuses études ont montré que l'implication des femmes à la table des négociations en fait sont une garantie de durabilité, de soutenabilité de ces processus de paix et des accords de sortie de conflit. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des textes communautaires qui reconnaissent évidemment à la citoyenne les mêmes droits que les citoyens. Je mentionnerai peut-être simplement la Convention d'Istanbul, que vous connaissez toutes et tous certainement. Convention d'Istanbul qui est donc la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention et la lutte de la violence, des violences à l'égard des femmes et de la violence domestique.
pourquoi la Convention d'Istanbul est un texte si important au niveau du droit international, même si c'est un texte qui n'a pas été adopté par l'ONU, mais bien par le Conseil de l'Europe. Nous estimons aujourd'hui, les experts estiment qu'il s'agit de l'instrument normatif international le plus abouti, le plus sophistiqué, quelque part le plus pionnier en matière de lutte contre les violences, de prévention des violences, et également le plus exhaustif puisqu'il traite non seulement de la prévention des violences, mais également de la protection des victimes et de la fin de l'impunité. Cette convention est importante car elle est également assortie du GREVIO, qui est un acronyme pour désigner un groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes, qui est composé d'une dizaine d'experts et qui rend un certain nombre de rapports, de recommandations qui sont extrêmement suivis à la fois par les États, mais aussi par les associations de défense des droits des femmes, par les militants, les activistes, les associations féministes qui n'hésitent pas à se référer au rapport du GREVIO. Si l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe ne l'ont pas encore ratifié, ce qui est très intéressant, c'est qu'un certain nombre de pays hors du Conseil de l'Europe ont commencé à l'adopter ou à exprimer un intérêt pour l'adopter. En ce moment même, la Tunisie et le Kazakhstan, donc hors du Conseil de l'Europe, ont annoncé qu'ils souhaitaient ratifier, adopter cette convention qui est donc la plus aboutie, comme je le disais, en matière de prévention et qui avait été adoptée en 2011 et ratifiée en 2014 pour la plupart des États. Voilà pour un tour d'horizon des textes internationaux. J'en ai certainement oublié quelques-uns, mais je souhaitais revenir sur les points principaux. Où en sommes-nous 25 ans plus tard, alors que nous avons toute une batterie de textes normatifs qui reconnaissent les droits des femmes, qui mettent en place des garde-fous, des moyens de protéger les femmes contre les violences, d'assurer leur accès égal à la santé, à l'éducation, à l'alimentation, de protéger leurs droits sexuels et reproductifs, de leur permettre d'accéder au marché du travail, etc., etc. Je me permets de partager quelques chiffres avec vous qui sont toujours un petit peu déprimants, malheureusement, mais je crois qu'il faut les rappeler le plus souvent possible. En France, en 2019, 146 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-partenaire. C'est une femme tous les 3 jours qui meurt en raison de son sexe, et c'est une augmentation de 21% par rapport à 2018. Au niveau mondial, ce sont les chiffres de l'ONU. Chaque année, 87 000 femmes meurent en raison de leur sexe, dont plus de la moitié sous les coups de leur partenaire ou de leur ex-partenaire. Dans le monde, ce sont 200 millions de petites filles qui ont subi des mutilations, génitales ou sexuelles dans plus d'une trentaine de pays, dont certains pays où la prévalence de ces mutilations génitales est encore à 90%. Ce sont 650 millions de petites filles qui ont été mariées avant 18 ans. Et ce sont 214 millions de femmes aujourd'hui dans le monde en âge de se reproduire qui n'ont pas accès à un contraceptif moderne et à un contraceptif de leur choix. Malheureusement, la crise sanitaire de la Covid-19, qui nous a toutes et tous frappés, qui a frappé tous les secteurs économiques, toute la société, n'a pas permis d'avancer sur ces sujets. Bien au contraire, on estime aujourd'hui que la crise sanitaire va en fait enclencher une dynamique de régression par rapport à des progrès qui ont été effectués collectivement par la communauté internationale depuis la plateforme d'action de Pékin depuis 25 ans. Je donnerai également quelques chiffres de l'ONU. Ce sont, selon l'UNESCO, 11 millions de petites filles qui sont à risque de ne jamais retourner à l'école suite à l'arrêt au confinement dans certains pays, mais également au manque d'accès à des moyens technologiques pour assurer une continuité pédagogique en ligne. Ce sont 7 millions de grossesses supplémentaires non désirées qui vont donner lieu dans beaucoup de pays à des avortements clandestins, des avortements qui mettent en danger la vie de la mère et qui mettent en danger la vie de la mère puisqu'elle pourrait mourir dans les conditions médicales, mais aussi parce qu'elle peut être, y compris, punie de mort pour avoir avorté. Ce sont 47 millions de femmes supplémentaires qui vont tomber en dessous du seuil de pauvreté. Je m'arrêterai là pour cette litanie de chiffres, encore une fois assez lugubre, mais je crois qu'il était important de le rappeler, et notamment de le rappeler dans le contexte de cette crise sanitaire qui, encore une fois, pourrait malheureusement nous faire revenir sur tous les progrès enclenchés depuis 25 ans. Que s'est-il passé au point de vue de la communauté internationale depuis 1995 ? Je noterai la première chose qui semble une évidence, c'est qu'il n'y a plus eu de conférence mondiale de l'ONU sur les femmes. Nous en avons eu 4 de 75 à 95 et bizarrement, pendant 25 ans, il n'y a plus eu de conférence mondiale de l'ONU sur les femmes. Quelles sont les raisons ? Un manque d'intérêt et un manque d'appétit de la part des États, mais aussi peut-être un manque de courage. Et cela, je le lis très fortement à
et nous l'assumons et nous l'affirmons avec toute transparence, monter en force des forces conservatrices à travers le monde. Je pense évidemment à un certain nombre de gouvernements et d'États qui sont aujourd'hui dirigés par des leaders conservateurs qui souhaitent revenir sur les droits des femmes et notamment sur les droits et santé sexuelle et reproductifs. Je le lie aussi à une montée en force des forces religieuses conservatrices qui sont aujourd'hui, qui financent un certain nombre d'ONG, notamment dans les pays du Sud, donc en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique latine. Pourtant, parallèlement, nous avons vu aussi l'émergence de diplomaties féministes, comme la France en a adopté une, et l'émergence de nouveaux sujets qui n'existaient pas en 1995, par exemple l'égalité femmes-hommes dans les politiques commerciales, dans les traités de libre-échange, l'égalité femmes-hommes dans les politiques environnementales et la lutte contre le changement climatique, l'égalité femmes-hommes dans les nouvelles technologies, etc., etc. Donc pour finir, je reviendrai sur le Forum Génération Égalité, puisque vous l'avez dit, malheureusement, il a été annulé, mais en réalité, il a été reporté. Et donc nous sommes très heureuses que le président de la République ait annoncé son report au mois de juin 2021, donc dans un peu plus de 6 mois. Le Forum Génération Égalité, il est là pour combler cette absence de conférence mondiale de l'ONU sur les femmes. C'est le plus grand rassemblement historique en matière de droits des femmes et d'égalité. Il est sous l'initiative d'ONU Femmes, il est coprésidé par la France et le Mexique, en association avec la société civile, avec les associations féministes, les entreprises, les fondations philanthropiques, etc., etc. Il réunira, alors il devait réunir 8000 personnes à Paris cette année, il réunira, je l'espère, beaucoup plus de personnes en format numérique l'année prochaine. Nous espérons évidemment maintenir un format physique avec les chefs d'État et de gouvernement, avec les chefs d'entreprise, avec les présidents des ONG, les présidents des agences onusiennes et des agences multilatérales pardon, qui sont toutes présentes. Et ce qui est très important, c'est que non seulement il établira le bilan des 25 dernières années, mais c'est surtout qu'il mettra en place un programme d'action concret, efficace et avec un cadre de redevabilité pour les 5 prochaines années. Donc de 2021 à 2026, nous avons mis en place 6 thématiques prioritaires, 6 coalitions d'action: la lutte contre les violences, l'autonomisation économique, la place des femmes dans le changement climatique, la place des femmes dans les nouvelles technologies, les droits et santé sexuelle et reproductifs et les mouvements féministes. Nous avons agrégé autour de chaque coalition des États, des entreprises, des organisations internationales, des associations de la société civile, des fondations philanthropiques qui vont elles-mêmes s'engager pour mettre en place des moyens concrets avec des objectifs chiffrés à 5 ans, avec une feuille de route qu'ils viendront présenter à Mexico en mars 2021 et à Paris en juin 2021. Donc j'espère et je suis certaine, Madame la Présidente, que nous pourrons travailler de nouveau avec le Conseil national des barreaux pour assurer une présence soit numérique, soit présentielle en fonction du format que nous adopterons, car je sais votre soutien et votre engagement, notamment pour la défense des défenseurs des droits dans le monde, qui est un sujet qui nous tient également très à cœur. Je vous remercie. Merci Delphino pour cet état des lieux 25 ans donc après l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing par les 189 États membres. Je rappelle que vous êtes ambassadrice et secrétaire générale du Forum Génération Égalité. Je vous remercie. Et donc sur ce thème, le droit à l'égalité, quels textes fondamentaux, quels mécanismes à disposition des femmes en France et dans le monde? Je passe tout de suite la parole à Madame Chiara Corazza, donc directrice générale du Women's Forum. Chiara, la parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour, Madame la Présidente, chère Christiane. Un très grand merci à vous, CNB, de votre invitation, parce que cette rencontre s'annonce particulièrement intéressante après votre tableau exhaustif de ce que vous faites. Et vraiment, je salue votre action qui est très engagée et très efficace, et je suis très heureuse que vous nous ayez rejoints dans nos groupes de travail parce qu'effectivement, votre expertise est non seulement juridique, nous sera précieuse et dans le groupe Daring Circle STEM et dans le Daring Circle EI et au-delà. Je trouve que cette rencontre s'annonce encore plus intéressante après cette présentation si enrichissante, quelque part un peu accablante que nous a fait Madame l'ambassadrice, chère Delphine, parce que ces chiffres nous touchent toutes et tous, et nous ne pouvons pas continuer ainsi. Et je pense que le thème que vous avez choisi, l'égalité des droits, l'égalité de fait, est vraiment très importante. Alors, quelle représentation pourrait-on d'égalité, notamment dans le marché du travail? Pour moi, cela signifie mettre les femmes au cœur
de l'économie et de la société. Et vous savez que j'ai le privilège et l'honneur de conduire le Women's Forum, qui est une formidable plateforme aussi d'action, où nous sommes convaincus que pour mettre les femmes au cœur de l'économie, il faut une ambitieuse action conjointe des décideurs publics, des décideurs privés, au plus haut niveau, et bien entendu un cadre juridique qui soit adapté et qui soit non seulement favorable, mais contraignant. Même si, je voulais rebondir sur ce que disait Madame l'ambassadrice Delphine O, il y a certains pays qui ont un cadre juridique extrêmement bien fait, extrêmement progressiste, et puis les stéréotypes, les mentalités, les traditions font qu'en réalité, ils ne sont pas appliqués. Donc, cadre juridique indispensable, mais volonté politique et volonté au plus haut niveau aussi des entreprises qui doivent donner l'exemple. Alors, nous, au Women's Forum, on a la chance d'avoir cette plateforme qui nous permet de porter la voix, la vision, la valeur ajoutée des femmes, et non seulement sur des questions de genre, mais sur des sujets qui touchent l'humanité tout entière. Nous parlions tout à l'heure des changements climatiques, bien entendu de tout ce qui concerne le business, l'accès au financement, tout ce qui concerne les métiers du futur, donc les STEM, l'intelligence artificielle, et bien entendu la santé. Donc, c'est des thématiques sur lesquelles nous fédérons des énergies. J'ai constitué depuis mon arrivée un comité stratégique qui est composé des grands groupes français que je tiens à saluer pour leur engagement, tels qu'AXA, BNP, L'Oréal, Publicis, mais aussi des grands groupes internationaux qui travaillent à nos côtés, tels Microsoft, Google, P&G, Bayer, qui travaillent à nos côtés vraiment pour monter des initiatives, lancer des actions, porter des projets et bien entendu sensibiliser les décideurs au plus haut niveau. Et nous pensons que les grands sommets internationaux, bien sûr, Génération Égalité va être une opportunité formidable et Delphine, vous savez qu'on sera à vos côtés pour vous apporter toutes les contributions possibles et du monde économique et du monde social qu'on peut porter tout ce qu'on peut contribuer, si vous voulez, avec nos travaux et notre expertise. Et puis, bien entendu, on l'a dit, les décideurs politiques, les G7 et les G20, qui ont une responsabilité collective parce qu'il s'agit des pays les plus riches et les plus avancés. Et donc, c'est surtout auprès d'eux que nous souhaitons avoir une influence et que nous souhaitons porter nos messages et des recommandations à la fois concrètes, faisables et qui ne demandent pas forcément des financements supplémentaires car nous considérons que nous, les femmes, bien sûr, nous sommes des victimes, comme elle a très bien rappelé Delphine mais nous sommes aussi et nous devons aussi être de plus en plus maîtresses de notre vie et le leadership dans le monde économique, l'accès au marché du travail, l'égalité salariale, l'indépendance qui en découle nous donne la possibilité d'être après aux tables des négociations où il y a encore pas assez de femmes dans tous ces domaines et être sûr qu'on peut vraiment construire ce monde inclusif que nous voulons tous, femmes et hommes ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, par exemple, au dernier G7? Je ne vais pas énumérer tout ce qu'on a fait, je voudrais juste revenir sur l'essentiel. Pour nous, réduire les injustices, qui était le thème principal du G7 sous présidence française, signifiait surtout donner aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, les mêmes compétences, les mêmes atouts pour être là où on transforme le monde, là où on a les clés pour pouvoir contribuer à créer ce monde à redessiner ce monde. C'est d'autant plus vrai maintenant, bien sûr, à la lumière de la crise du Covid. On voit bien qu'on doit réinventer une façon de vivre et de travailler ensemble et un monde qui a été construit par les hommes doit désormais avoir aussi une recovery, comme nous disons au Women's Forum, c'est-à-dire une recovery qui soit à la fois portée par les hommes et inventée et portée aussi par les femmes à part égale. Alors, au G7, nous avons eu donc ce travail qui a porté surtout sur attirer l'attention sur l'importance que les femmes puissent être dans les métiers du futur et donc, bien entendu, comment faire pour attirer et maintenir et retenir les femmes dans les métiers STEM et dans l'intelligence artificielle. Et à l'issue du sommet du Biarritz, le gouvernement français nous a confié au Women's Forum la mission de mobiliser, de lancer un plan de mobilisation pour essayer de faire en sorte que ces métiers deviennent attractifs. Et donc, nous avons fait porter 27 recommandations que nous avons portées à Bercy, à Bruno Le Maire,
Marlène Schiappa, à Frédéric Vidal, à Cédrico, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé, et Agnès Pannier-Runacher, pour voir comment, dans ces 27 recommandations, on peut rapidement faire en sorte que les filles s'intéressent aux métiers du futur. Je dis bien s'intéressent, parce qu'actuellement, au niveau mondial, nous avons 24% seulement de femmes actives dans les métiers STEM, alors que nous savons que dans les 10 emplois les plus demandés, on recrute le plus avec les meilleurs salaires. 8 de ces emplois relèvent à 100% des métiers STEM. C'est-à-dire, si on n'a pas une compétence en ingénierie, en mathématiques, en numérique ou en technologie, on risque d'être laissé pour compte dans le marché du travail et surtout, à ne pas dessiner, nous, le métier du futur. 80% des emplois vont être créés dans les 5-10 années à venir. Ni vous ni moi, nous savons absolument en quoi ils vont consister. Et une fois de plus, on ne peut pas laisser aux hommes, même les mieux intentionnés, seuls la faculté d'inventer ces travaux. C'est extrêmement vrai dans l'intelligence artificielle. Vous savez qu'au niveau mondial, il y a seulement 22% de femmes derrière les algorithmes, ce qui fait que non seulement nous risquons d'avoir des algorithmes biaisés, mais nous risquons aussi de faire un monde qui est simplement dangereux pour tout le monde. Et l'un de nos groupes de travail est en train de travailler sur comment avoir des réglementations, justement, et surtout un toolkit pour qu'au sein de ces grands groupes qui conçoivent au quotidien des milliers d'algorithmes, on ait une task force dédiée pour que ces algorithmes soient le moins biaisés possible et les plus inclusifs possible, donc avec la diversité. Ce groupe, ce pledge a été lancé, il y a déjà toute une série de groupes qui l'ont signé, comme Microsoft, comme Publicis, comme BNP, comme la Société Générale, et j'invite les grands groupes à le faire parce que c'est un engagement important, ça demande des ressources, des moyens, et c'est pour ça que, par exemple, aux leaders du G7, nous demandons de mettre en place une politique avec des incentives financiers pour les grands groupes qui donnent l'exemple en créant des algorithmes qui soient inclusifs et centrés sur l'humain. Donc ça, vous voyez, c'est un exemple concret de comment la législation est indispensable. Ce qui est résulté de cette mission, c'est aussi que donc il faut convaincre les filles dès qu'elles ont 5 ans, et pour les convaincre que les mathématiques, ce n'est pas forcément trop difficile pour elles, on a établi toute une série d'argumentaires pour les parents et pour les professeurs, qui sont ceux qui influencent les choix d'études. Et bien entendu, puisque tout à l'heure on parlait d'Iran, pourquoi en Iran il y a 65% de femmes ingénieures, tout simplement, ou dans le numérique? Tout simplement parce qu'elles ne peuvent pas être magistrates ou avocates, elles choisissent là où elles peuvent avoir un métier, et la société ayant besoin de ce type de métier leur permet de faire des études d'ingénierie. Mais est-ce qu'on a besoin d'être dans une situation de non-choix comme l'Iran pour faire comprendre à nos filles que on leur ouvre des portes, on leur donne le choix, que coder, c'est comme apprendre un langage, qu'après leur ouvrira toutes les portes et qu'après on décidera ce qu'on veut faire ou pas. Deuxième étape, 12 ans, parce qu'à 12 ans, c'est le moment où les filles choisissent leur carrière, et c'est là où il est très important de leur expliquer que ces métiers-là qui paraissent peut-être arides, les sciences fondamentales contre les humanités, c'est difficile comme choix, surtout pour quelqu'un qui est curieux, ouvert d'esprit. Eh bien, il faut leur expliquer que puisque 72% des filles veulent travailler for purpose, veulent travailler pour avoir un impact social positif, autrefois elles voulaient être nurse ou maîtresse d'école, eh bien maintenant, il faut leur expliquer que pour partager, pour soigner, pour transmettre, ce qu'il faut faire, c'est apprendre des compétences qui leur permettent d'être actives dans le changement climatique, être à la tête des grandes entreprises mondiales où elles peuvent prendre des décisions stratégiques pour la transition énergétique, etc., etc., etc. Alors, donc, pour l'instant, nous sommes un peu frustrés parce que l'agenda parlementaire a été bouleversé. Donc, c'est toutes ces réglementations qui devaient être un peu le socle pour préparer la loi sur l'émancipation économique féminine du gouvernement français sont plus du tout à l'agenda actuel du Parlement, mais bien entendu reste une des ambitions fortes du gouvernement français, et je salue vraiment l'engagement du gouvernement sur ces questions de femmes. Je pense que vous, autour de la table, vous ne me contrerez pas. Il y a une vraie volonté, de faire avancer les choses. Et donc, je suis convaincue que peut-être de façon plus diffuse selon les différentes lois, et je vous donne un exemple, elles seront donc présentes dans plusieurs lois, que ce soit des lois
plus générales ou des lois qui sont d'actualité auxquelles on intégrera ces recommandations. Je vous donne un exemple sur un sujet qui me tient extrêmement à cœur parce que l'équilibre temps de travail et temps de vie professionnelle est bien entendu une évidence si on veut que les femmes puissent participer au marché du travail autant que les hommes. Et je salue vraiment la décision du président de la République de doubler le nombre de jours de congé paternité, et vous saviez combien c'est important pour changer les stéréotypes et pour changer les mentalités et partager tout de suite, dès l'origine, non seulement les charges familières, mais surtout partager la joie d'avoir un enfant, ce qui après donnera une force supplémentaire à l'enfant et bien entendu aux pères qui seront très contents. Et alors, moi, je voudrais ajouter quelque chose que nous avons recommandé et au gouvernement français et au G7 et qui n'est pas un gadget, c'est que cette congé paternité soit obligatoire à partir de 2 jours avant l'accouchement. Ça vous paraîtra peut-être quelque chose de accessoire, mais en réalité, si le père, 2 jours avant, commence à s'occuper de ce qu'on appelle en bon français le household, et donc libère l'esprit de la femme qui va accoucher, de la mère qui va accoucher, en disant « T'inquiète pas, toi tu penses à l'essentiel, à mettre au monde un enfant, moi je m'occupe de tout le reste ». Je vous assure que ça fait la différence. Et je vais vous dire que cette idée n'est pas n'est pas mon idée, parce que nous faisons régulièrement des benchmarks internationaux pour regarder tout ce qui existe de mieux pour pouvoir s'en inspirer. Et bien, cette idée vient d'une formidable ministre aux Émirats Arabes Unis, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé pour préparer notre forum qui n'a pas pu se tenir au Louvre-la-Sorbonne d'Abu Dhabi au mois de mars, et qui dit, nous, ici aux Émirats, on envisage de le rendre obligatoire parce qu'on considère que c'est la meilleure façon d'impliquer vraiment les pères. Donc voilà, je vous lance ces messages parmi les réglementations qu'on pourrait mettre en place. Ce n'est une qui peut peut-être changer un peu les mentalités. Alors actuellement, nous sommes sur un fort lobbying, une forte sensibilisation auprès des chefs d'État des gouvernements du G7, puisque vous savez que le G7 ne se tiendra pas dans le format prévu, qui pour l'instant a été renvoyé aux calendes grecques par l'administration Trump, mais nous avions fait pendant tout un an un travail extrêmement approfondi, y compris juridique, pour sensibiliser les chefs d'État et des gouvernements du G7 sur des mesures nécessaires dans les domaines que j'ai évoqués, où les femmes sont souvent les plus impactées, mais où elles peuvent avoir un impact déterminant. Donc, on a choisi 7 sujets qui sont la gouvernance, qui sont l'équilibre temps de travail, temps de vie, qui sont le climat, qui sont la tech for good, qui sont bien sûr la santé de la lumière de la COVID et comment réinventer un système de santé plus juste pour tous. Et puis, bien entendu, tout ce qui est l'accès au financement et au capital et notamment à la supply chain. Et je voudrais juste m'arrêter sur cette partie business parce que c'est quelque chose où le juridique est indispensable et nous avons énormément travaillé avec des grands cabinets tels Clifford Chance et Sherman Sterling. D'ailleurs, je salue, puisqu'on parle beaucoup d'Iran ce matin, honneur à Delphine, Yas Batesmami, qui est une grande juriste spécialisée dans les arbitrages et qui a mobilisé tous les cabinets des Sherman Sterling dans les pays du G7 pour nous aider à faire en sorte de faire des propositions qui juridiquement tiennent la route. Je vous parle par exemple des appels d'offres, qui est un vrai problème. Vous avez 242 millions de femmes dans le monde qui sont propriétaires, fondatrices de leur entreprise. Eh bien, ces femmes dans le monde ont accès à moins de 1% des appels d'offres publics et privés. Et c'est une injustice totale, et puis c'est aussi une perte économique totale, parce que vous imaginez comment ces entreprises pourraient se développer, recruter, c'est un cercle vertueux. Alors, il y a certains pays anglo-saxons, notamment l'Australie ou les États-Unis, qui sont en train de mettre en place des quotas obligatoires pour que dans les appels d'offres, il y ait davantage de femmes, parce que vous avez un lobbying extrêmement fort de certaines femmes, notamment aux États-Unis. En Europe, ce n'est pas possible, vous connaissez mieux que moi la réglementation, mais nous sommes en train de travailler sur comment faire en sorte que l'unique critère de choix ne soit pas que le prix, mais qu'on puisse aussi faire en sorte de favoriser des entreprises où il y a plus de gender equality, plus de femmes dans la gouvernance, et surtout ce que nous souhaitons, et là aussi c'est un problème de réglementation, tout cela vous pouvez le lire dans les rapports que je vais vous envoyer sans aller dans des détails très techniques, mais des juridictions en juridiction, des propositions
applicable aussi bien en Allemagne, en UK, en France, selon les pays, et qui, bien entendu, vise à augmenter le nombre de femmes qui ont accès à ces appels d'offres et surtout à faire en sorte qu'il y ait davantage de femmes qui dessinent ces appels d'offres. Parce qu'on revient toujours au problème de fond, c'est-à-dire si on n'est pas associé à la décision, après l'exécution est plus difficile. Donc, ce que nous souhaitons, je vous donne ça paraît une caricature, mais je vous la donne quand même. Aux États-Unis, où vous avez une administration américaine très largement masculine, vous avez près de 40% des appels d'offres qui sont en matière de défense, 30% en matière d'infrastructures lourdes. Nous sommes convaincus que s'il y avait plus de femmes dans l'administration américaine pour décider quelles sont les priorités dans les marchés publics, vous auriez plus d'appels d'offres dédiés aux services, à la santé, à l'éducation, etc., etc., etc. Et une fois de plus, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité et qui peut n'être fait que par voie juridique. Nous l'avons vu en France avec la loi Zimmermann-Copé. En 10 ans, nous avons quadruplé le nombre de femmes dans les boards et nous sommes très fiers de dire que nous sommes maintenant champions du monde du nombre de femmes dans les boards. Mais voyez, nous souhaitons aussi qu'il y ait des quotas et une législation pour faire en sorte que dans ces boards et dans les COMEX, j'espère que la loi va sortir bientôt pour la France pour qu'on soit un nouveau champion du monde en matière des femmes dans les COMEX, ce qui n'est pas le cas maintenant. Cette législation peut aussi inciter à avoir davantage de femmes issues justement de métiers STEM. Parce que quand vous êtes dans un conseil d'administration d'une grande boîte industrielle, ceux qui prennent les décisions, une fois de plus, sont ceux qui ont les compétences technologiques et techniques. Et donc, ceux qui sont issus des ressources humaines ou de la communication n'auront pas voix au chapitre. Et donc, ils seront des numéros, mais n'auront pas leur voix au chapitre. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises, bien entendu. Hein. Je spécialise vraiment, c'est dans des secteurs vraiment spécifiques, et notamment dans tout ce qui est le numérique et l'ingénierie. D'autres recommandations très fortes que nous portons, et je ne vais pas être trop longue, mais vraiment, je vous invite à suivre ce que nous faisons là-dessus, parce que c'est des recommandations très fortes, que nous portons également d'ailleurs, comme l'a rappelé Christiane, au G20, dans la Task Force and Power Alliance, et aussi tout ce qui tourne autour à la problématique de l'égalité des chances dans la vie du travail, et notamment l'égalité salariale. Il y a encore 37% de différence entre les hommes et les femmes au niveau mondial dans les salaires. Nous mettons bien entendu en avance l'index de Muriel Pénicaud, qui est exemplaire dans le monde. On est encore loin quand même, mais on voit bien que quand il y a des règles, là aussi, ça marche. On est encore loin de la perfection, mais ce qu'on souhaite vraiment, et je pense que c'est une fois de plus une responsabilité collective. Moi, je ne suis pas française, mais depuis 36 ans, je travaille pour l'attractivité de la France et je ne cesse pas de dire aux Français, nous sommes quand même un pays qui a un cadre juridique, réglementaire qui, malgré tout ce qui est encore perfectible, nous permet d'être vraiment leader en matière pionnier, en matière d'avancement des causes des femmes et des hommes. Et ça doit vraiment quelque chose que nous devons porter dans cette instance internationale, de donner l'exemple, de montrer qu'on peut le faire et que, bien entendu, ce n'est pas qu'une question de justice, de politiquement correct. Vous connaissez les chiffres mieux que moi. Il s'agit de attractivité, compétitivité, innovation, performance économique. 240 millions d'emplois peuvent être créés d'ici 2024 s'il y avait plus d'égalité dans le milieu économique. 28 trilliards de dollars ajoutés au PIB d'ici 2025. C'est pas moi qui dis, c'est toute une série d'études internationales. Et puis, bien entendu, ça permettrait, une fois de plus, de créer ce monde plus juste que nous voulons tous. Et nous, au niveau du Women's Forum, on est vraiment très, très, très engagés avec tout notre tour de table pour faire avancer les choses. Et je vous donne rendez-vous à tous et à toutes pour écouter Christiane Ferrell-Schulz, qui sera en duo avec la présidente de l'Éthiopie, mais nous aurons aussi Ursula von der Leyen qui va nous expliquer ce qu'on peut faire au niveau européen. Nous aurons aussi Christine Lagarde, et nous aurons aussi Halima Jacob, qui est la présidente de Singapour. Et à part les politiques, bien entendu, la société civile et les grands groupes avec lesquels on va lancer des initiatives concrètes pour faire avancer les choses. Et bien entendu, non seulement vous êtes tous les plus bienvenus, mais je vous donne rendez-vous les 17 et 18 novembre de façon virtuelle pour suivre et participer à nos débats, parce qu'on pourra poser des questions. Et puis, bien sûr,
je pense que tout ça ne peut être fait que de façon collective, donc que toutes nous, avec les hommes, nous unissions nos forces et que l'année prochaine, on puisse se dire, on a quand même progressé, on a quand même avancé. Et pour cela, nous avons lancé un baromètre qui sur les 5 thématiques qui sont les nôtres, compare la réalité des chiffres et les datas qui souvent nous manquent. Donc, on a compilé des chiffres qui sont précieuses et on a fait un sondage avec Ipsos pour voir quelle est la réalité. Et là aussi, je vous invite à écouter les surprises que nous aurons lors du Global Meeting sur les résultats de ces sondages, qui est quand même assez optimiste. Et moi, je le reste, parce que quand on voit des femmes comme vous, on ne peut qu'avancer et avancer vite et bien. Merci beaucoup. Merci Chiara, on peut vous retourner le compliment avec toute l'énergie que vous déployez. Merci pour tout cela. Effectivement, il est important de rappeler le Global Meeting de mi-novembre, 17, 18, 19 novembre, avec comme thème « Comment dessiner un monde égalitaire après la crise ». Alors, on retiendra de ce que vous venez d'indiquer, Chiara, que la législation est indispensable. Ça tombe bien puisque c'était le droit à l'égalité. Alors, on va prendre quelques questions. J'en ai une pour Delphine O et une pour Chiara. Donc, la première question pour Delphine O. N'avez-vous pas l'impression qu'en ratifiant ces conventions, les États s'achètent une image? Excellente question de juriste et d'avocat. Ce n'est pas une question que j'ai toujours. Alors, très rapidement, oui et non. Non, parce que tout d'abord, vous le savez, vous êtes tous des artisans du droit, il est indispensable d'avoir un cadre normatif international. Et donc, en l'occurrence, sans signature, sans ratification, nous n'avons même pas d'instruments normatifs auxquels nous pouvons renvoyer les États en fonction de leur propre engagement. Ce qui est important, c'est de savoir que les États signent et ratifient de manière volontaire. Personne ne les force. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en réalité, notre sujet n'est pas est-ce qu'un pays a ratifié et n'a pas reconnu, enfin, mis en œuvre, mis en application ses engagements. Notre problème aujourd'hui est la non-ratification d'un certain nombre de ces conventions internationales. J'ai parlé de la Convention internationale pour l'élimination des formes de violence contre les femmes, ratifiée par 187 États. En revanche, la Convention d'Istanbul, instrument normatif juridique le plus abouti, n'a pas été ratifiée par un certain nombre d'États du Conseil de l'Europe. Je pense notamment à des pays qui ne vous étonneront pas beaucoup, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne. Je pense, mais aussi à un autre pays, par exemple le Royaume-Uni, qui n'a pas ratifié la Convention d'Istanbul, ce qui est véritablement un problème. Et je pense aujourd'hui à un mouvement inverse, c'est-à-dire un certain nombre d'États qui ont ratifié ces conventions, qu'elles soient régionales ou multilatérales internationales, et qui sont en passe ou en chemin de dénoncer les ratifications, c'est-à-dire de se retirer de la Convention d'Istanbul. Et c'est aujourd'hui un risque auquel nous faisons face. Des pays comme la Hongrie, la Pologne, etc., ou la Turquie, qui était justement à la Convention d'Istanbul, comme son nom l'indique, menace de se retirer de ces traités de la même manière que les États-Unis, par exemple, se sont retirés de l'accord de Paris ou de l'accord nucléaire iranien. Donc le problème aujourd'hui, ce ne sont pas les pays qui ont ratifié et dont la mise en œuvre et la mise en application est toujours imparfaite, mais c'est vrai aussi pour la France, vous le savez, il y a toujours un certain nombre de réserves, il y a une partie de l'application qui n'est pas parfaite, c'est plutôt les dénonciations et les retraits de certains États qui reviennent sur le langage agréé et sur des engagements qu'ils ont pris il y a 10 ans, 15 ans ou 25 ans. D'accord, mais merci. C'est une question qui revient souvent, celle de la pertinence de ces conventions internationales et du rôle que peuvent jouer ces normes internationales. C'est une des questions notamment qu'on a pu voir au Forum mondial de la paix. Et c'est vrai que ces normes, finalement, permettent quand même de créer à la fois des précédents, et c'est cette notion de contamination positive, c'est d'aider finalement à faire passer les idées et à faire adhérer à des principes. Alors, je passe à présent à la question pour Chiara. Comment renforcer l'impact du Women's Forum
et le participant dit quels sont vos besoins principaux pour encore renforcer l'impact. Donc, vous voyez, vous avez des supporters, Chiara. Merci beaucoup, Christiane. Moi, je voulais juste revenir sur la question, est-ce que les chefs d'État ne redorent pas leur image en signant des conventions? Et je voulais le porter au milieu économique. Parce que souvent, on nous dit, mais attendez, mais bien sûr, vous avez des entreprises parce qu'ils veulent, c'est bien pour leur image, etc. Et ça répond aussi à votre question. En fait, les entreprises qui sont avec nous, d'abord, nous les choisissons pour des raisons XY, parce qu'on sait qu'elles peuvent avoir un impact. Et je vous ai donné l'exemple de Microsoft tout à l'heure. Il est évident que quand vous revoyez vos systèmes de mettre en place des algorithmes et vous appelez Microsoft, ça fait boule de neige. Ou quand vous appelez Google et qu'on lance ensemble un programme STEMkey qui permet de favoriser et d'attirer les filles en toute l'Europe, et qu'on fait ça avec Maria Gabriel, la commissaire européenne, comment attirer vraiment plus de filles avec des marraines, des ambassadrices, des STEM Sisters qui leur disent venez parce que moi je réussis, vous pouvez réussir aussi, et vous verrez, ça peut être bien pour la société entière. Ça a vraiment un impact. Et donc, ces grands groupes, non seulement ils nous soutiennent financièrement, non seulement ils travaillent autour de la table avec nous et on travaille dur. Ceux qui ont participé à nos groupes de travail, ces rencontres, c'est des groupes formidables parce que justement, on a cette diversité des talents, des grands groupes, des ONG, des startups, l'UNESCO, l'OCDE, le Fonds monétaire, la Commission européenne et bien sûr l'ONU avec laquelle nous travaillons extrêmement bien la main dans la main. Nous avons même fait un communiqué conjoint avec Buzil, Lilo et l'Union européenne pour le G7 pour vous dire combien on travaille sur le fond ensemble. Et donc, tout ça, ça ne peut marcher que si on peut fédérer les meilleures énergies. Et quand je dis bien fédérer les meilleures énergies, c'est tous ceux qui ont envie de concourir. Donc, de quoi on a besoin pour avoir plus d'impact? C'est d'avoir plus de partenaires, plus de belles personnes, plus de gens, hommes et femmes, engagés à nos côtés pour que notre parole porte et marche. En 15 ans, on a fait beaucoup de progrès. Avant, on était une formidable plateforme, on se rencontrait avec networking, où on mettait en valeur des speakers exceptionnels, où on dénichait des talents, etc. Maintenant, nous sommes vraiment une plateforme d'action qui lance des initiatives, qui fait et qui a cette capacité d'influencer les grands de la planète et d'être écouté. Ces recommandations que j'ai envoyées personnellement aux chefs d'État et des gouvernements, il faut quand même du courage. Vous écrivez à Boris Johnson, vous écrivez à Donald Trump. C'est pas aussi facile qu'écrire à notre président Emmanuel Macron, qui d'ailleurs a répondu avec une lettre formidable, dont je remercie très fortement parce que ça nous encourage dans nos travaux, ou avec Justin Trudeau avec lequel on travaille au quotidien. Donc, vous voyez, c'est juste vous dire que on ose aller là où c'est difficile et sans aucune complaisance, mais bien entendu, on ne demande pas la lune. Je pense que ça, c'est et une fois de plus, on s'entoure de meilleurs. Si notre recommandation, par exemple, n'était pas juridiquement inattaquable et on n'avait pas fait travailler tous ces cabinets avec nous, et je le remercie encore une fois de plus, on n'aurait pas pu faire quelque chose de professionnellement impeccable parce qu'on nous aurait dit, ben voilà, vous demandez quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, voilà, de quoi on a besoin pour avoir plus d'impact? Ben, de vous tous. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on travaille dans des conditions qui sont moins faciles qu'avant, mais nous avons la possibilité de faire ces webinaires. On a, avec le New York Times, on a pu dialoguer avec Madeleine Albright, qui nous a donné des conseils magnifiques. On a pu dialoguer avec Hillary Clinton, qui nous a rappelé justement quand elle était, il y a 25 ans, à Pékin et combien le monde était différent, mais pas autant que ça, malheureusement. Et avec Kristalina Georgieva, avec les grands de ce monde qui nous supportent, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas juste parler chez nous, mais qui nous soutiennent. Et ça, si vous voulez, c'est précieux. Donc, le plus on peut avoir un tour de table d'influence et des personnes engagées et d'entreprises engagées et d'ONG engagées, et le plus on pourrait être impactful, comme on dit en bon français. Donc, merci infiniment de cette question. Et bien entendu, vous êtes tous invités à nous rejoindre. Et une fois de plus, par exemple, le soutien du CNB nous est vraiment précieux parce que vous nous apportez non seulement un soutien financier qui me permet de garder les ressources et les talents dont on a besoin, mais aussi de nous donner votre expertise et vos ressources en interne qui nous sont vraiment précieuses. Merci beaucoup.
Merci Chiara. Donc, en tous les cas, je pense qu'il faut faire savoir qu'il y a cette manifestation mi-novembre à l'initiative du Women's Forum, comment dessiner un monde égalitaire après la crise. Merci à Delphine O et à Chiara pour leurs interventions. Delphine, je sais que vous devez nous quitter parce que vous avez un impératif. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Et donc, nous allons passer à la deuxième table ronde qui porte, donc, on a vu le droit à l'égalité, donc quels textes fondamentaux, quels mécanismes à disposition des femmes en France et dans le monde. Et à présent, nous allons parler de l'égalité en fait. Et l'objectif est de voir quels sont les leviers, quelles sont les actions prioritaires à mettre en œuvre. Et je vais immédiatement passer la parole à Madame Hélène Tigroudja, qui est membre, je le rappelle, du Comité des droits de l'homme de l'ONU et qui va nous parler des principaux défis pour atteindre l'égalité sur la scène internationale, qui va nous parler également des principaux obstacles structurels et universels rencontrés pour les surmonter. Donc, Madame Tigroudja, la parole est à vous. Merci beaucoup pour cette belle invitation et je suis ravie évidemment de participer à ce webinaire. C'est une question, on l'a dit déjà, une question qui est fondamentale. Alors, pour présenter ce thème-là, je vais repartir de la question qui a été posée sur finalement pourquoi est-ce que les États ratifient ce type de convention. Est-ce que c'est pas une manière, je trouve que c'est une très très bonne question, est-ce que c'est pas une manière de s'acheter une espèce de réputation sur la scène internationale? Et je vais repartir de là parce que pour moi, alors je ferai peut-être pas la même réponse que celle qui a été faite par Madame O. Pour moi, effectivement, c'est l'un des problèmes principaux, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes au plan international, au plan régional, on s'en réjouit, on a beaucoup d'instruments. Et puis finalement, quand on observe la pratique, y compris la pratique française, donc moi, je ne représente personne, je suis académique, donc l'avantage, c'est que je peux avoir un regard peut-être plus critique. Quand on regarde la pratique française notamment, ou la pratique nationale, on se rend compte, et c'est là que les avocats, et c'est pour ça que je suis ravie de participer à ce genre de discussion, vont jouer un rôle, ou peuvent jouer un rôle, on se rend compte en réalité que ces textes sont très très peu appliqués. Et pour moi, ça c'est l'un des problèmes ou l'un des obstacles principaux. Donc, je vais essayer de montrer là où les avocats et les avocates peuvent jouer un rôle absolument crucial. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir au plan international et au plan régional des textes sophistiqués si les tribunaux ne les appliquent pas, et les tribunaux ne les appliqueront pas si les avocats et avocates eux-mêmes ne s'en saisissent pas. Donc, ce genre de discussion que l'on a ce matin est important pour que, une fois que vous avez à l'esprit ce cadre juridique international qui existe, vous vous posiez la question de savoir comment stratégiquement on va pouvoir l'utiliser devant les tribunaux, parce que, encore une fois, ça ne sert à rien d'avoir des instruments s'ils ne sont pas mis en œuvre au plan international. Alors, faut vraiment avoir cet élément-là à l'esprit, encore une fois, pour comprendre le lien entre ce que l'on dit et le rôle que vous pouvez jouer, je dirais, de manière quotidienne et de manière plus précise. Alors, on l'a dit, je vais revenir d'abord sur les progrès, mais là aussi, je vais être un petit peu, mais c'est souvent le rôle des universitaires d'être un petit peu poil à gratter. On a parlé des progrès, c'est vrai, donc on a évoqué cette convention de 1979 adoptée dans le cadre des Nations Unies, donc la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. C'est un texte fondamental, c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut relever, et donc là, je serai un petit peu plus nuancée, c'est que la grande difficulté de ce texte est qu'il fait l'objet d'énormément de réserves. La France a été l'un des États qui a aussi fait des réserves à cette convention. Et finalement, les secrétaires généraux des Nations Unies successifs
ont souvent appelé les États à retirer leurs réserves. Finalement, le texte fait l'objet de tellement de réserves de la part des États qu'en réalité, on ne sait plus tellement sur quoi les États se sont accordés. Donc c'est vrai que, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants par exemple, c'est vrai que le texte en lui-même est important, il faut le lire et je reviendrai sur ce texte-là et pourquoi est-ce qu'il est important, mais en même temps, encore une fois, il est truffé de tellement de réserves qu'en réalité, eh bien, on se rend compte que l'adhésion des États, c'est pour ça que la question qui a été posée sur la réputation est importante, l'adhésion des États aux objectifs qui sont portés par cette réserve, en réalité, est une adhésion qui est beaucoup moins simple en apparence que ce que le nombre de ratifications peut laisser entrevoir. Et l'autre problème de cette convention, et là je prends l'exemple du droit français, elle n'est pratiquement pas appliquée. Et donc, encore une fois, s'il y a un appel, cette initiative sert aussi à lancer des appels, s'il y a un appel à lancer aux avocats, c'est saisissez-vous de la Convention. Sinon, elle reste au niveau international, ça reste un texte des Nations Unies. Et finalement, encore une fois, même si la France a ratifié la Convention, finalement, si les tribunaux ne l'appliquent pas, si les avocats ne l'utilisent pas, c'est un instrument qui n'a pas beaucoup d'utilité. Et donc, en termes stratégiques, on a évoqué, Madame O a évoqué le protocole à la Convention de 1979 qui permet d'adresser notamment des plaintes au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Il y a quelques affaires contre la France, pas beaucoup, et il y a très peu, par exemple, d'affaires de violence à l'égard des femmes, et j'en suis assez surprise. Et donc là, encore une fois, du point de vue de la stratégie contentieuse, il faut penser à porter au plan international, à porter devant cet organe-là, par exemple, les problèmes d'égalité, d'inégalité, de discrimination, de violence à l'égard des femmes dont vous avez connaissance en droit interne, dont vous êtes les témoins en droit interne. Sinon, encore une fois, le texte reste un bout de papier, il reste théorique et finalement, c'est un texte dont les diplomates vont discuter entre eux, dont les États vont discuter entre eux, on va s'en satisfaire et puis en réalité, il va manquer son objectif principal qui est quand même d'améliorer la situation de la violence à l'égard des femmes. Donc ça, c'est vrai que, encore une fois, le cadre juridique, et je suis juriste, donc j'en connais l'importance, le cadre juridique est fondamental, il est important, mais il ne sert à rien s'il n'est pas utilisé. De la même manière, on l'a dit, d'autres progrès ont été réalisés. Alors, la Convention d'Istanbul, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, est également, donc celle qui a été adoptée en 2011, est également un texte important, adopté dans le cadre du Conseil de l'Europe. Maintenant, je ne dirais peut-être pas, comme ça a été dit auparavant, que c'est le meilleur texte, le plus abouti, etc., puisqu'il y a des initiatives régionales autres qui avaient été bien avant la Convention de 2011 mise en place, par exemple sur le continent américain, donc la Convention interaméricaine sur la discrimination et la violence à l'égard des femmes, parce que là aussi, la question des féminicides, la question de la violence sexuelle à l'égard des femmes est une question qui est cruciale. Donc, 1994, c'est-à-dire bien avant 2011, l'Organisation des États américains et beaucoup d'États d'Amérique latine se sont intéressés à cette question. Et j'évoquerai aussi un texte qui n'est pas connu, et je le regrette, le protocole de Maputo, qui est un texte qui est rattaché à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et qui, lui, me semble-t-il, est l'un des textes les plus aboutis en matière de droits des femmes, reconnaissance du statut des femmes, etc., peut-être plus d'ailleurs que la Convention d'Istanbul. Donc, peut-être faire attention aussi à ce prisme européocentré que nous avons quand nous racontons l'histoire de la protection des droits des femmes. Je crois qu'il y a des initiatives qui existent ailleurs, sur d'autres continents, et dont pourrait s'inspirer ou doit s'inspirer, me semble-t-il, le Conseil de l'Europe. Donc, je fais une petite nuance là aussi par rapport à l'histoire ou le cadre normatif qui a été expliqué ou raconté tout à l'heure. Alors, il y a une égalité de droit.
c'est vrai dans les textes, elle est posée dans les textes internationaux, dans les textes régionaux, donc je ne vais pas y revenir, on en a parlé. Maintenant, et je vais plutôt m'arrêter là-dessus, maintenant, il est évident aussi, on l'a dit, que les inégalités persistent. Alors, plusieurs types d'inégalités, ce que l'on voit par exemple, quand je travaille dans le cadre du Comité des droits de l'homme, on travaille souvent aussi sur les législations nationales, sur les cadres juridiques nationaux. Et ce que l'on voit, c'est que d'abord, les inégalités peuvent être des inégalités ancrées dans la législation, donc des inégalités juridiques, donc de iure qui vont persister. Mais souvent, ce que l'on observe, c'est que ce sont aussi, et surtout, j'ai envie de dire, des inégalités de fait qui vont persister. Et là, c'est plus compliqué, parce que pour lutter contre ces inégalités. C'est plus compliqué parce que ces inégalités, on l'a évoqué aussi, je crois que c'est Chiara qui l'a évoqué, sont des inégalités qui vont s'appuyer sur des ressorts, sur des stéréotypes, sur des préjugés, sur des structures. Et donc, on a parlé de discrimination structurelle qui sont beaucoup plus difficiles à rendre visibles, beaucoup plus difficiles à déconstruire. Et là encore, si je peux lancer un appel aux avocats qui sont en train de nous écouter, saisissez-vous de l'article 5 de la Convention donc, de 1979 sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Que dit l'article 5 ? C'est une disposition qui est fondamentale. C'est peut-être la disposition la plus importante de cette Convention. L'article 5 porte sur les stéréotypes. Et elle demande aux États d'extraire de leur législation, mais ça demande évidemment une déconstruction qui est extrêmement lente et extrêmement difficile, mais d'extraire de leur législation tous les stéréotypes qui sont à l'origine des discriminations, la discrimination étant considérée par le Comité sur les discriminations à l'égard des femmes comme une forme de violence. Et ça, c'est important. Et donc, ça veut dire que le travail quotidien qui doit être fait par le juriste, c'est d'essayer d'identifier dans différents domaines, donc évidemment, le domaine de la violence à l'égard des femmes, c'est peut-être celui qui est le plus directement visible, mais dans le domaine du droit du travail, dans le domaine du droit de la famille, etc., d'essayer de voir dans nos législations, dans les décisions de justice, quels sont les stéréotypes qui sont à l'œuvre et pourquoi finalement on n'arrive pas à désancrer, je dirais, de telle ou telle législation le phénomène de discrimination, le phénomène inégalitaire qui va être perpétué, qui va être nourri. Donc, il y a des inégalités qui perdurent, encore une fois, parce qu'elles sont rendues, parce qu'elles ne sont pas visibles, parce que pour l'instant, les tribunaux, le législateur n'a pas compris que telle loi. Il y a l'un des exemples qui est souvent utilisé par le Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, c'est la violence, et ce sont les lois sur le viol. Souvent, quand on analyse les législations des États sur les questions de violence sexuelle, on se rend compte en réalité qu'elles sont bourrées de stéréotypes. Donc, relisez le Code pénal français, par exemple, et à vous d'essayer de mettre à jour finalement tous les stéréotypes qui continuent à exister avec, par exemple, ça c'est souvent l'un des stéréotypes, je dirais, le plus universel, donc on va retrouver dans le plus de législation le stéréotype de la bonne victime. La victime, ça va être celle qui crie, ça va être celle qui se débat, etc. Et puis si la victime ne crie pas ou si la victime ne se débat pas, par exemple, si elle fait l'objet d'une agression sexuelle, elle n'est pas victime. Il y a beaucoup de législations qui fonctionnent encore sur ce type de schéma mental, sur ce type de stéréotypes. Et donc, encore une fois, pour moi, le travail très précieux des avocats, c'est un travail de fourmi, mais le travail très précieux des avocats, en se saisissant de cet article 5 de la Convention de 1979, c'est vraiment de déconstruire, c'est un travail de déconstruction, mais de déconstruire tous ces schémas mentaux qui sont à l'origine de rapports d'inégalité, de rapports discriminatoires, et qui vont donner lieu à ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle la culture de la discrimination.
Et donc, encore une fois, c'est un travail qui est très difficile parce que, évidemment, il y a des discriminations qui sont immédiatement visibles, mais il y en a énormément et elles sont les plus difficiles à débusquer. Il y en a énormément qui sont beaucoup plus difficiles à rendre visibles. Et pour moi, le travail des avocats est celui-là parce que ce ne sont pas les tribunaux eux-mêmes, si vous voulez, qui les verront immédiatement. Donc, c'est vraiment à vous et à nous, nous en tant qu'académiques, par exemple, de rendre ces rapports de discrimination et ces rapports de violence visibles. Il y a un autre élément peut-être, je surveille l'heure, mais il y a un autre élément peut-être qu'il faut sur lequel on doit travailler, le juriste comme d'autres sciences sociales, c'est le langage. Moi, je suis toujours frappée. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai peut-être un discours plus critique que ce que l'on a entendu auparavant, surtout quand je compare la situation française avec d'autres États. Moi, je suis toujours frappée du fait que il y a encore dans le langage beaucoup de tabous. Il y a des mots tabous en France, par exemple, qui ne sont pas tabous à l'étranger, que ce soit même dans des États d'ailleurs qui connaissent des problèmes structurels de violence à l'égard des femmes. Le mot genre reste un mot tabou. Le mot santé sexuelle et reproductive reste un mot encore tabou, y compris au plan international. Le mot féminisme, souvent on n'ose pas trop dire on est féministe, non, moi je ne le suis pas. Enfin, donc c'est intéressant de voir ça. Et peut-être il y a un tabou me semble-t-il, plus important qu'il faut essayer de faire tomber. Et pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire tomber, même avec la déclaration de 1995. C'est l'idée, et quelque part, je trouve que notre panel est à l'image de cela, c'est l'idée que les droits des femmes sont une affaire de femmes. Et je regrette, je dois le dire, je regrette qu'il n'y ait pas d'hommes avec nous. Je pense qu'au contraire, moi, je suis toujours ravie de discuter de ces questions-là avec des hommes, parce que on ne peut rien faire évidemment, sans les hommes. Et par exemple, quand au Comité des droits de l'homme, nous avons avec les États un dialogue, souvent, donc on envoie une série de questions aux États sur la manière dont ils appliquent le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a toujours des questions liées à la violence à l'égard des femmes, liées à l'accès à l'avortement dans des conditions saines, etc. Et quasi systématiquement, moi, je refuse de poser ces questions, non pas évidemment parce que les questions ne m'intéressent pas, bien au contraire, mais on s'arrange entre nous, si vous voulez, entre collègues, et pour que ces questions-là soient posées par des hommes. Et pour que l'État qui nous écoute, l'État avec lequel on dialogue, se rend compte que, encore une fois, et ça je pense que ce n'est pas juridique, c'est mental, mais le mental est fondamental, encore une fois, dans la construction des stéréotypes, pour que l'on comprenne au plan international, et je pense que ça doit être aussi compris au plan national, pour que l'on comprenne au plan international que quand on parle de droits des femmes, ce n'est pas une affaire de femmes. Et donc, il faut décloisonner, c'est pour ça que je parle de langage, il faut décloisonner cette discussion que nous avons sur, encore une fois, des sujets qui peuvent être considérés comme tabous, la santé sexuelle et reproductive. Ce n'est pas une question de femmes, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une question universelle. Donc, peut-être lorsque nous organiserons une autre rencontre, j'en serai ravie. On respecte aussi la parité dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'on discute avec des hommes sur ces questions-là et ils ont souvent des choses extrêmement intéressantes à dire. Je terminerai juste un mot sur... mais je serai très rapide parce qu'on l'a déjà évoqué, sur là où on se trouve aujourd'hui. C'est vrai qu'on l'a dit, malheureusement c'est quand même assez pessimiste dans le sens où il y a une succession depuis 10 ans, en réalité il y a une succession de crises, donc la crise économique mondiale de 2008 et aujourd'hui donc une crise économique, sociale, sanitaire, et c'est vrai que souvent quand on analyse les chiffres, et Madame la Présidente l'a dit au début, par exemple en termes de violence, en termes de pauvreté, etc., souvent les signaux sont extrêmement préoccupants puisque les femmes sont les premières touchées par ces crises. Et peut-être le danger le plus important, et c'est pour ça que je salue aussi cette initiative, et je termine là-dessus, le danger le plus important, c'est que
dans cette période de crise et dans cette période de raréfaction des ressources budgétaires, notamment au niveau universel, au niveau des Nations Unies, eh bien, les droits des femmes sont considérés comme devant passer au second plan parce que ce sont des préoccupations secondaires. Et je crois que là, depuis plusieurs mois, on a, même inconsciemment, réintégré cette idée que ce sont des préoccupations secondaires. La question de l'accès à l'avortement est peut-être rendue plus difficile dans le cadre de cette épidémie, de cette pandémie, mais c'est secondaire. C'est secondaire par rapport à la crise à laquelle nous faisons face. Et ça, c'est peut-être le danger le plus important, c'est-à-dire revenir sur les acquis de 1995 et de la déclaration de Pékin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Alors, vous avez raison, on aurait pu convier des hommes à ce débat. Ce que je constate, c'est que, avec la meilleure volonté du monde, parfois, c'est compliqué d'avoir des hommes, par exemple, pour présider les commissions égalité. Moi, j'ai siégé au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui, vous le savez, est complètement paritaire. À l'époque, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, il y avait quand même beaucoup d'hommes absents, même s'ils devaient y être. Et je me suis fait un point d'honneur de désigner un homme pour représenter le CNB au Conseil national, au Conseil de l'égalité, précisément pour cela, puisque c'est Mathieu Duluc qui est membre du bureau. Alors, merci pour ce tour de piste sur la scène internationale et pour savoir comment finalement on doit faire, quels sont les principaux défis pour atteindre l'égalité. Et je propose à présent de passer la parole à Valérie Offenberg, qui, je le rappelle, est cofondatrice du think tank Agir pour l'égalité, qui va nous parler des formidables initiatives qu'elle a pris dans l'action du think tank Agir pour l'égalité, et puis plus généralement de l'importance des bonnes pratiques de la société civile. Je rappelle que nous sommes sur le thème de l'égalité en fait. Valérie, la parole est à vous. Merci beaucoup, Christiane. Alors, permettez-moi tout d'abord de m'associer à toutes les félicitations et remerciements des autres oratrices, parce que je trouve que ce que vous faites est formidable. J'aimerais rappeler aussi que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes la première femme à être présidente du Conseil national du barreau et je crois qu'on en voit les résultats, puisque je ne sais pas si le Conseil national des barreaux a autant fait pour les femmes que depuis votre présidence. Donc, encore un grand bravo pour vos initiatives et j'espère que ce sera aussi une vocation pour d'autres femmes qui vous suivront, et non pas simplement dans le Conseil national du barreau, mais dans toutes les grandes instances nationales et internationales, car nous avons besoin de femmes qui se partagent le pouvoir avec les hommes. Néanmoins, je suis aussi tout à fait d'accord avec Hélène, et je crois que c'est très important de se rendre compte que l'égalité n'est pas simplement pour les femmes, mais que c'est quelque chose de positif pour l'intégralité de la société, et qu'il faut absolument intégrer les hommes avec nous. Je crois également au pouvoir de la société civile. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai fait de la politique pendant plusieurs années, j'ai été une diplomate et je pense que c'est l'alliance à la fois des citoyens, de toutes les instances internationales qui permettent de faire progresser. Et c'est pourquoi, il y a maintenant 3 ans, j'ai créé avec Marie-Claire le think tank Agir pour l'égalité. C'était l'alliance entre mon entreprise, le Connecting Leaders Club, donc, qui réunit de très grands groupes et de grandes entreprises, avec la force de frappe de Marie-Claire, qui est dans son ADN, donc le combat des femmes depuis plusieurs années, et avec surtout l'incroyable caisse de résonance, puisque Marie-Claire, c'est 7 millions de lecteurs et de lectrices en France et bien plus dans le monde. Et donc, nous avons voulu allier un petit peu ces 2 compétences pour être à la fois une caisse de résonance des attentes de la société civile, partir par le bas pour se dire mais quelles sont exactement les attentes, quelles sont les réactions de la société civile, qu'est-ce qu'elle pense de ce qui se passe sur le terrain, mais également d'élaborer des propositions concrètes, et j'insiste sur le mot très concret, à la fois à destination des entreprises, mais également des pouvoirs publics, mais je dirais aussi une boîte à outils pour chacun et chacune d'entre nous, parce qu'il me semble essentiel que chaque individu soit armé et sache ce qu'il peut à la fois demander au sein de son entreprise en termes pour avoir plus d'égalité, mais également en tant que citoyen
lorsqu'ils votent pour faire preuve de citoyenneté, de dire voilà ce que nous avons envie de voir avancer dans notre pays. Alors, comment fonctionne ce think tank Agir pour l'égalité? Je voudrais d'abord que vous remarquiez qu'on appelait Agir pour l'égalité. On n'a pas mis spécifiquement hommes et femmes, c'était de façon voulue, délibérée. Parce que tout comme Hélène, notre objectif était de montrer que l'égalité est l'affaire de tous. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs voulu aussi que notre comité scientifique soit paritaire, des hommes et des femmes. Parce que si pour nous, cette génération dont parlait Delphine O tout à l'heure, c'est la génération de l'égalité, c'est une génération qui doit inclure les hommes dans notre réflexion et ce, à tous les niveaux. Donc, c'est un think tank qui a pour vocation d'être holistique, parce que l'égalité, ça ne se décrète pas d'un jour à l'autre, ça se construit dans l'intégralité des domaines. Ça veut dire que nous avons travaillé sur les questions, justement, Hélène, sur la question de la santé, de la sexualité, de l'entreprise, mais aussi des stéréotypes, puisque nous avons la chance d'être associés à un grand média pour regarder aussi comment aujourd'hui les médias, la publicité, les séries peuvent-ils avoir un impact pour déconstruire les stéréotypes. Donc, très holistique sur tous les domaines, concret, puisque notre think tank a pour vocation d'élaborer des propositions très concrètes. Alors, comment est-ce que l'on fait? Nous souhaitons réunir plusieurs fois dans l'année, 7, 8 fois, des groupes de travail sur lesquels nous posons des constats sur une thématique et ensuite nous réunissons différents experts qui ensuite vont élaborer des propositions concrètes qui seront donc ensuite présentées à la fois aux chefs d'entreprise et également au pouvoir public. Donc c'est un think tank qui est à la fois holistique, paritaire et concret. Donc, l'année dernière, par exemple, nous avons travaillé sur des thématiques fortes comme celle de l'égalité face à la santé, puisque nous avons découvert effectivement qu'il y avait encore énormément de progrès à faire sur une thématique comme celle-ci, puisque la plupart des tests des médicaments se font sur des hommes. Donc, il se trouve que les posologies que nous utilisons, par exemple, ne sont pas toujours adaptées à la santé des femmes, aux femmes, et à la fois à leur corpulence, mais aussi à leur génétique. Nous avons vu aussi qu'il n'y avait pas encore d'études genrées au sein de l'hôpital, alors que ce sont des éléments qui doivent être importants. Donc, cela fait partie, par exemple, sur cette question-là, de nos propositions. Intégrer dans les études de médecine un cursus sur les études genrées pour avoir une meilleure compréhension à la fois des posologies nécessaires pour les femmes, mais aussi des maladies qui ne sont pas toujours les mêmes pour les hommes et pour les femmes, et surtout sur les symptômes pour que les médecins comprennent davantage les symptômes des maladies chez les hommes et chez les femmes qui sont différentes. Donc, vous voyez, ce sont des propositions très concrètes sur la santé. Nous avons aussi abordé la question de la ville et des transports. Parce que la ville et les transports, là aussi, on pourrait se dire que ça appartient à tous. Eh bien non, on s'aperçoit que la ville et les transports sont trop souvent encore conçus par des hommes pour des hommes et que les hommes, justement, s'approprient davantage les villes alors que les femmes traversent les villes. Encore trop nombreuses sont les femmes qui ont peur dans les villes, qui ont peur de se promener et qui ont peur dans les transports. Donc là encore, nous avons fait des propositions très concrètes pour aider à la fois les municipalités, les régions à mieux comprendre les attentes des femmes avec des marches exploratoires, mais aussi dans les budgets, la prise en compte des attentes des jeunes filles, par exemple en termes de sport, pour aider les femmes à se réapproprier la ville. Bien entendu, des questions aussi relatives à la sécurité pour faire en sorte que les chaînes, et nous en reparlerons d'ailleurs un peu plus tard, Christiane, sur la question de la sécurité, comment répondre davantage aux questions de la sécurité des femmes. Idem dans les transports. Et d'ailleurs, nous avons la chance de travailler avec des grandes entreprises de transport, telles que Transdev ou la RATP, qui travaillent avec nous pour avoir une meilleure compréhension des attentes des femmes en termes de transport, pour faire en sorte que leurs réponses correspondent aussi au transport des femmes qui sont très différents puisque les femmes ont des transports qui sont plus réguliers, plus courts. Les femmes, elles portent, elles transportent,
et avec des poussettes, des sacs, et tout ça, ce n'est pas suffisamment pris en compte. Donc, vous voyez, des thèmes aussi comme les transports et la ville. Nous avons aussi abordé le rôle du secteur public, puisque je me permets de le dire. Si l'indice de Mme Pénicaud était très utile et qu'il a permis à de très nombreuses entreprises de faire des progrès, eh bien nous militons aussi pour que cet indice soit aussi utilisé dans le secteur public, parce que nous croyons à l'exemplarité. Et donc, il n'y a pas de raison que cet index de l'égalité ne s'applique pas aux établissements publics et aux institutions, ainsi qu'aux collectivités territoriales, l'Assemblée nationale, le Sénat. Et ça, nous invitons vraiment le gouvernement à faire preuve d'exemplarité et à faire en sorte que toutes ces propositions s'appliquent également dans le privé. Là encore, le rôle du public est important, puisque nous avons fait des propositions très concrètes qui sont toutes petites mais qui peuvent changer la donne, comme par exemple intégrer dans le carnet de santé des recommandations sur l'importance de l'égalité dans l'éducation. Donc, dès la naissance d'un enfant, rappeler aux parents la notion d'égalité. Rappeler ces règles d'égalité aussi dans le livret de famille, mais aussi dans les discours prononcés par les mères au moment de la cérémonie de mariage. Ce sont des petits éléments très concrets, mais qui peuvent réellement changer cette question de stéréotypes et faire bouger la société. Nous avons aussi abordé les questions de l'autonomie financière des femmes, puisque la première des libertés, c'est l'autonomie financière. C'est celle d'ailleurs qui permet de protéger au mieux les femmes face aux violences faites aux femmes, parce que de trop nombreuses femmes ne peuvent pas partir, même si elles ont un mari violent, parce qu'elles n'ont pas d'autonomie financière. L'autonomie financière, c'est celle de se former, de voyager, de divorcer si on n'est pas heureuse. Donc, c'est un sujet très important. Et d'ailleurs, je remercie le Conseil national du barreau qui nous a beaucoup aidé aussi particulièrement sur cette session de travail, en nous rappelant aussi l'importance, par exemple, des corps intermédiaires, que ce soit les avocats ou les notaires, qui doivent, par exemple, au moment de la signature du contrat de travail, mieux informer les femmes et les hommes des décisions qui sont prises. Encore aussi dans les actes d'achat d'appartements, puisque nous savons aussi que lorsqu'il y a un divorce, le niveau de vie des femmes chute de près de 30%, alors qu'il ne chute que de 2% pour les hommes. Ce sont des inégalités extrêmement fortes par rapport au divorce. Là encore, nous sommes dans le concret et nous demandons, avec votre aide, Christiane, aux avocats, mais également aux notaires, de prévenir à chaque moment où il y a un acte d'achat après un mariage, dans un mariage, de demander la présence des deux conjoints pour pouvoir expliquer quelles sont les conséquences de chacun de ces actes sur la vie future. Donc, ce sont les éléments très importants sur l'autonomie financière des femmes que nous avons également abordés lors de notre session sur cette question-là. D'autres éléments aussi importants sur l'autonomie financière des femmes, c'est bien entendu la retraite, puisque là aussi, on sait qu'au moment de la retraite, il y a une inégalité énorme sur les revenus des femmes et des hommes dans la retraite. Donc nous, ce que nous proposons aussi, c'est qu'il y ait plus d'informations sur les droits, de faire en sorte aussi que les femmes soient plus informées lorsqu'elles rentrent dans le monde du travail de leurs droits à la retraite, parce que de trop nombreuses femmes encore choisissent le temps partiel sans se rendre compte de l'impact de ce temps partiel sur la retraite. Également aussi pour aider ou faire prendre conscience, en tout cas aux banques, qu'il faut davantage accorder des prêts aux femmes et particulièrement aux entrepreneuses. Nous avons aussi fait des propositions très concrètes pour limiter l'impact de la grossesse et de la maternité sur les retraites, en proposant aux conjoints de partager les trimestres de retraite avec leurs femmes. Tout ça nous paraît absolument important. Ce sont, comme je vous l'ai dit, des propositions qui sont très concrètes, mais qui peuvent aider au quotidien. Vous savez, comme je vous l'ai dit, j'ai été diplomate, j'ai fait de la politique, et je sais que c'est très important de signer des conventions internationales, mais il est aussi essentiel de travailler sur le concret, sur des petits pas, et ce sont souvent ces petits pas qui vont faire les grandes courses et les grandes avancées.
Autre thématique abordée cette année, bien entendu, celle de l'entreprise, celle de la place des femmes dans les conseils d'administration, celle de l'égalité salariale. Et j'aimerais, comme l'a fait Chiara tout à l'heure aussi, remercier toutes les entreprises qui se sont associées à nous, à la fois des entreprises d'ailleurs du public et du privé hein, qui sont à nos côtés. Et j'aimerais les citer parce que rien ne pourrait être fait sans elles, hein, que ce sont Salesforce, Odo, AXA, Natixis, Sanofi, RATP, Engie, la région Île-de-France, Weight Watchers, Transdev, le Syntec, L'Oréal, Great Place to Work avec nous, l'Union des marques, parce que moi je crois effectivement que ces entreprises ont un rôle important et ce que nous faisons avec elles, c'est que nous mesurons. Ça signifie que chaque année, les entreprises choisissent quelques-unes des propositions concrètes que nous élaborons, elles les testent et au bout d'un an, elles nous disent, ben voilà, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, ce qui nous permet justement d'avancer. Parce que moi, je crois à la mesure. Les déclarations, c'est important, mais ensuite, il faut savoir identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et faire du benchmark. Donc, c'est très important de travailler avec des entreprises. C'est aussi avec elles que nous élaborons ces propositions concrètes, hein, puisque dans nos ateliers de travail, nous réunissons effectivement des représentants de ces entreprises, des représentants des réseaux de ces entreprises, des experts, des représentants des pouvoirs publics. Et c'est tous ensemble que nous élaborons ces propositions concrètes et c'est tous ensemble que nous allons les tester et c'est tous ensemble que nous allons les mesurer. Donc, je crois au travail d'équipe, je crois au travail de collaboration et je voudrais dire que si effectivement nous avons des entreprises qui sont très engagées sur ces sujets depuis plusieurs années, nous en avons aussi qui viennent chez nous et qui nous disent, écoutez, voilà, on sait qu'on doit progresser, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas par quel bout commencer. Et donc, nous ne sommes absolument pas dans le jugement, mais nous sommes là pour vous dire, écoutez, venez, écoutez, partagez vos problématiques avec d'autres entreprises et c'est ce qui vous permettra aussi de progresser. Donc, c'est à la fois des entreprises qui travaillent sur ce domaine depuis très nombreuses années et d'autres qui veulent progresser. Et je crois que c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de nos ateliers et de nos propositions, c'est de pouvoir unir dans ces think tanks toutes ces réflexions. Voici un petit peu, bien entendu, nous avions également travaillé sur la question de la tech. Comme tout le monde et comme Chiara l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un domaine où au lieu de progresser, nous régressons et sur lequel il faut effectivement s'interroger. Et je vais vous expliquer d'ailleurs ce que nous avons décidé de faire pour essayer de prendre le problème différemment. Vous savez, c'est comme dans le cercle des poètes disparus, parfois il faut monter sur la table pour voir les choses différemment et c'est ce que nous allons essayer de faire pour la prochaine année. En effet, nous recommençons notre cycle de conférences le 5 novembre sur les nouvelles compétences, hein, puisque nous sommes effectivement persuadés que ce Covid a changé la donne en termes d'attente, en termes de management, en termes de qualité peut-être nécessaire pour progresser dans le monde du travail. C'est ce que nous allons aborder donc à partir du 5 novembre. J'aimerais d'ailleurs rappeler un chiffre qui a été prononcé par la ministre Elisabeth Moreno lors de notre grande semaine de l'égalité, c'est que l'absence de parité coûte à peu près 150 milliards aux entreprises. 150 milliards. Ce qui signifie que travailler pour renforcer la place des femmes dans l'entreprise, certes, c'est avant tout une question d'équité, mais c'est aussi une question de productivité. Et ça, c'est le premier message que j'ai envie de donner aux entreprises, c'est de dire attention. Hélène l'a dit tout à l'heure, dans une période de crise comme celle-ci où le temps et les budgets peuvent être limités, on peut imaginer que l'égalité ne soit plus une priorité. Eh bien non, pour des questions de productivité, il est essentiel de faire de l'égalité une priorité et non pas une variable d'ajustement. Donc, c'est d'ailleurs le thème de notre année 3, c'est faire de l'égalité une priorité. Et donc, cette année, nous allons bien entendu continuer à travailler sur l'entreprise parce que c'est aussi essentiel, mais nous allons essayer de séquencer un petit peu en trois grands angles qui seront un peu 24 heures de la vie d'une femme. Donc, nous allons aborder l'égalité à la fois dans la vie privée, dans la vie professionnelle et dans la vie dans la cité. Dans la vie privée, nous aborderons, Hélène, écoutez, justement, vous voyez, la question de la santé et de la sexualité. Pourquoi ? Parce que nous sommes persuadés que l'image que se font les hommes et les femmes
dans la sexualité, et particulièrement, nous souhaitons aborder la question de l'impact de la pornographie sur les jeunes, eh bien, a un impact ensuite sur la confiance en soi des femmes tout au long de leur vie. Donc, nous allons aborder cette question-là. Nous allons aborder aussi la question, effectivement, de la contraception et toutes ces questions qui nous semblent très importantes. Nous aborderons aussi la question donc vie privée, vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, on abordera donc ces nouvelles compétences. On abordera aussi comment, effectivement, l'égalité femmes-hommes peut-elle être une porte d'entrée pour construire une société plus inclusive et avec plus de diversité. Parce que ce sont des combats qui se rejoignent. Parce que lorsqu'on ouvre les yeux sur l'inégalité entre les hommes et les femmes, eh bien, en général, on ouvre les yeux sur l'intégralité de la problématique de la diversité. Quand les chefs d'entreprise comprendront que d'avoir plus de femmes, eh bien, c'est plus d'intelligence collective, c'est une meilleure intelligence collective. Ils agiront aussi pour avoir plus de diversité au sein de leurs entreprises. Donc, ce sont pour moi des éléments qui se rejoignent de façon importante. Donc, les questions de l'entreprise seront très importantes aussi cette année. Et puis, il y aura aussi les femmes dans la cité. Alors, pourquoi les femmes dans la cité? Parce que, voilà, Christiane, vous en êtes un très bon exemple. Vous êtes à la tête du Conseil national du barreau et vous avez pris des décisions importantes. Eh bien, nous allons essayer de travailler sur la gouvernance et le partage du pouvoir. Comment aujourd'hui nous organiser pour avoir un meilleur partage du pouvoir? Comment faire en sorte que les femmes atteignent bien plus des postes à responsabilité dans le privé et dans le public? Parce que là encore, il y a énormément de travail à faire. Nous aborderons aussi les questions des réseaux de femmes et des réseaux tout simples. Comment est-ce qu'il faut y aller sur les réseaux de femmes? Comment les réseaux de femmes doivent-ils aussi eh bien, travailler avec d'autres réseaux plus vastes pour pouvoir avoir plus d'impact, plus vite et plus concrètement? Comme bien entendu nous travaillons avec Marie-Claire, nous travaillons aussi sur la question des stéréotypes. C'est pourquoi cette année, nous avons, avec l'Union des marques, mais aussi avec différents médias tels que France Télévisions, travaillé sur la question de l'image et de la représentation des hommes et des femmes dans les médias, dans les séries, dans les fictions. Donc, nous avons fait une étude très approfondie sur comment les femmes aimeraient être représentées, à la fois physiquement, mais aussi dans quel type d'activité. Et c'est très intéressant de voir que les femmes aujourd'hui veulent être représentées davantage dans le monde du travail, mais aussi dans le monde social. Elles veulent être représentées avec des femmes, c'est intéressant de dire, plus sûres d'elles et avec des postes de direction. Donc, il faut aussi eh bien, bouger la société grâce à des études comme celle-ci. Nous avons travaillé avec une société de production, Newen, qui est une des sociétés de production qui produit le plus de fiction en France, pour essayer aussi de travailler avec elle afin d'inclure dans ces fictions, par exemple, le congé de parentalité, mais aussi de modifier la perception et des hommes et des femmes dans les fictions. Donc, ce sont du travail de fond extrêmement concret, comme je vous l'ai dit, pour cette vision holistique. Nous aborderons aussi cette année, donc, dans la vie, dans la cité, enfin, les femmes et le sport, parce que le sport, c'est aussi un formidable moyen pour se sentir mieux, mais il reste encore énormément d'inégalités dans le sport, à la fois en termes de visibilité, mais aussi en termes de salaire, mais aussi d'accès au sport. Je vous disais tout à l'heure qu'on parlait des villes. Aujourd'hui, la plupart des budgets pour les équipements sportifs dans les villes sont des équipements sportifs pour les garçons, pensés pour les garçons et non pas pensés pour les filles. Donc, aborderons le sport. Et enfin, aussi, un thème qui, je crois, nous concerne tous, et ça a été abordé dans les interventions précédentes, qui est celui justement, du climat et de l'environnement, parce que les femmes, elles aussi, eh bien, peuvent être des actrices très importantes en tant que consommatrices du climat et de l'environnement. Voilà, je vais laisser un petit peu de place aux questions. Voilà un petit peu, juste une dernière chose, je voulais dire que donc effectivement, nous avons lancé le prix Tech for Women. Tech for Women, pourquoi? Parce que nous, ce que nous allons essayer de faire, c'est de changer un petit peu le paradigme. Nous pensons que si les femmes ne se destinent pas à la tech, c'est parce que la tech ne s'intéresse pas aux femmes. Et donc, la tech, les femmes pensent que la tech, c'est exclusivement un monde d'hommes.
Eh bien, nous allons essayer d'identifier et d'alerter les entreprises, les startups, pour leur dire, eh bien, comment pouvez-vous répondre aux attentes des femmes? Quelles sont les applications, quelles sont les technologies que vous allez pouvoir mettre en place, créer pour répondre aux attentes des femmes, en espérant que si les femmes se rendent compte que la tech peuvent leur être utiles dans leur vie quotidienne, eh bien, c'est peut-être pour ça qu'elles vont aller se destiner un peu plus à la tech. Voilà, donc nous appelons d'ailleurs effectivement toutes les grandes entreprises à bien nous rejoindre dans cette nouvelle vision de la tech, c'est la tech pour les femmes, Tech for Women. Merci beaucoup, Christiane, et puis je crois qu'on va laisser la place aux questions. Oui, merci Valérie. Je retrouve toute l'énergie qui vous caractérise avec toute cette dynamique qui se met en place. Alors justement, il y a une question pour vous. Parmi les 100 propositions concrètes de votre livre blanc, quelle est selon vous la première à mettre en œuvre aujourd'hui? Vous avez 1 minute pour répondre. Alors écoutez, moi il y en a une qui me tient à cœur, c'est le fait de créer à l'école la journée de l'égalité. Notre société fait face à de nombreux défis et je pense que c'est dès l'éducation qu'il faut faire une journée de l'égalité par an. À l'occasion de cette journée, il pourrait y avoir, les professeurs pourraient travailler en amont sur les grands textes de l'égalité, comprendre comment l'égalité est venue aujourd'hui une valeur importante dans notre pays, mais ce serait également l'occasion de faire rentrer à l'école des dirigeants d'entreprises, des femmes de la tech qui pourraient justement casser ces stéréotypes et apprendre, je dirais, aux jeunes filles et aux jeunes garçons, d'abord qu'ils pourront un jour être dirigés par des femmes, pour les garçons, et deuxièmement pour les jeunes filles, qu'elles puissent casser ce plafond de verre, parce que moi je crois à l'égalité des rêves. L'égalité de droit, c'est important, mais ça commence aussi par une égalité des rêves et des ambitions. Donc une journée de l'égalité dans toutes les écoles. Très bien. Et vous pouvez compter sur les avocats pour cela, puisque comme je l'ai indiqué en introduction, les avocats ont consacré la journée de partenariat qu'ils ont avec le ministère de l'Éducation en 2019 à ce thème, l'égalité garçons-filles. Donc nous avons pu, sur ce terrain-là, interpeller des jeunes collégiens de 5e pour confronter leur regard à celui des collégiennes. Donc, vous avez tout à fait raison, ça se justifie pleinement. Alors, j'ai une question pour vous, Hélène. Quelles sont les sanctions prévues pour ces conventions en matière de violences faites aux femmes ? Alors, c'est une excellente question. Évidemment, tout dépend de l'organe auquel, on va dire, l'avocat ou l'avocate s'adresse. Évidemment, si un fait de violence domestique, etc., est dénoncé, ou autre, ou discrimination d'une autre forme est dénoncée devant la Cour européenne des droits de l'homme, là, la France sera obligée, ou l'État sera obligé d'exécuter l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, éventuellement, si par exemple la violation de la Convention prend sa source dans une loi qui est contraire à la Convention, éventuellement en modifiant la loi et en payant des indemnisations, des dommages et intérêts, etc. Alors, devant les organes des Nations Unies, par exemple le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, la France a déjà été condamnée, notamment dans une affaire qui concernait, puisqu'il y a des problèmes dans le droit français, qui concernait la question du nom, la question de la transmission du nom. Et là, les décisions du comité invitent, donc on n'est pas dans le cadre d'un arrêt comme pour la Cour européenne des droits de l'homme, mais là, le comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a demandé à la France, donc invite la France, recommande à la France de modifier sa législation et dans le cadre d'un dialogue qui va ensuite s'ouvrir avec l'État, on va demander à l'État, pendant autant de temps qu'il le faut, de modifier sa législation. Et c'est là que la question de la réputation joue. Parce que c'est peut-être pas obligatoire, donc la France va dire, c'est pas un arrêt, donc il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, sauf que du point de vue de la réputation internationale d'un État, c'est pas très bien de continuer à dire en termes d'image que l'État ne respecte pas les décisions qui le condamnent sur le terrain de l'égalité homme-femme, sur le terrain de la discrimination, surtout quand le message de l'État est de mettre en avant, par exemple, une diplomatie féministe. Donc, la sanction est
et je dirais peut-être une sanction politique, une sanction réputationnelle, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Valérie. L'intérêt alors sera que la société civile se saisisse de ce type de condamnation-là, lui donne une certaine visibilité, lui donne une certaine médiatisation, et en général, ça peut faire bouger les États, et notamment ça a fait bouger ici la France sur cette question du droit au non. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, nous arrivons à la fin de cette table ronde. Ce que je retrouve à travers vos exposés divers, c'est la technique de l'encerclement. En fait, nous sommes des femmes pragmatiques, c'est ce que je note. Et la première chose, c'est que nous sommes conscientes que la loi est efficace et fait avancer le combat de l'égalité. L'exemple a été donné d'ailleurs tout à l'heure avec la loi sur les quotas. Il y a plein d'autres exemples que nous pourrions donner, mais la loi est indispensable en tous les cas pour faire avancer les choses. Et puis, il y a tout ce qu'on a vu au plan international, c'est l'exemplarité et peut-être aussi une approche de dénominateur commun qui permet, par ce que j'appelle la contamination positive, d'inciter progressivement les pays à adopter les mêmes comportements, les mêmes règles. Et puis, il y a ce qu'on a appelé l'égalité en fait, qui est cette lutte quotidienne, cette lutte contre les stéréotypes, contre les idées reçues, c'est rétablir cette égalité des rêves qu'évoquait Valérie, c'est véritablement faire en sorte que eh bien, chaque fois qu'on rencontre un écueil, eh bien, on peut le résoudre par un changement de comportement. Et puis, plus globalement, il y a cette exemplarité, tout simplement, ces modèles, ces réflexions communes, ces groupes de travail, et ce que je mets dans une espèce une grosse marmite pour dire que c'est cette énergie bouillonnante qui fait avancer les choses. Alors parfois on peut se tromper, on peut ne pas toujours aller dans les bonnes directions, mais il y a cette émulation collective qui fait que eh bien, on crée une dynamique. Alors, avant de nous séparer, moi j'avais envie de rajouter un point qui me paraît important, qui est que, alors il a été effleuré à plusieurs reprises, c'est que le monde de demain, qui est un monde principalement numérique, dans lequel les algorithmes ont toute leur place, doit nous interpeller. Cela a été dit, les femmes ne s'intéressent pas suffisamment à la tech, ne sont pas conceptrices de ces algorithmes. Et alors que nous avons marqué des avancées tout à fait significatives ces dernières décennies, avec la génération de nos mères, avec notre génération, avec la génération qui suit, alors que ces avancées sont vraiment déterminantes, il y a ce secteur énorme, immense, qui s'ouvre et qui est principalement pensé par des hommes. Et donc, ce qui me paraît important, c'est de dire qu'il faut faire attention à ce que le monde de demain ne soit pas pensé majoritairement par des hommes. Lorsqu'on sait qu'un algorithme conçu par une femme ne donne pas les mêmes résultats qu'un algorithme conçu par un homme, on mesure l'importance de ces regards croisés. Et cela évoque pour moi une très belle phrase de la présidente de la République éthiopienne qui me disait qu'il fallait dire aux hommes qu'il ne fallait pas qu'ils se privent de 50% de matière grise. Et que cette matière grise, c'est la matière grise des femmes et qu'elles peuvent beaucoup apporter. D'où ma conviction qui est que les femmes doivent véritablement s'intéresser à la conception des algorithmes et qu'il faut même imposer dans les cahiers des charges, dès lors qu'il y a des développements d'applications avec des traitements algorithmiques, il faudrait arriver à imposer des principes éthiques et y inclure l'égalité homme-femme.
Alors, vous l'avez compris, l'égalité femmes-hommes, elle requiert une action collective, une pensée collective, une dynamique collective et de ne jamais renoncer. Je m'adresse à l'ensemble des spectateurs qui nous écoutent, les participants, tout particulièrement, bien sûr, à la communauté d'avocats présents aujourd'hui. Moi, je suis convaincue que nous pouvons tous, ensemble, à travers notre engagement, à travers notre travail, dans notre quotidien, restaurer chaque jour un peu plus de cette égalité entre les femmes et les hommes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous rappelle que ce webinaire va être sous-titré en anglais. Il va être disponible en ligne sur notre site dès la semaine prochaine. Et en conclusion, je vais finir sur une phrase de Jean Jaurès. Assez parlé d'égalité, il est temps de faire des égaux. Merci à toutes donc pour vos interventions. Merci à tous et à toutes pour votre participation et merci d'avoir été avec nous. À bientôt.